Donc bonjour à tous, donc bienvenue dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui on va parler préparation physique et je suis avec un invité qui s'appelle Maxwell, qui était un ancien collègue de STAPS. Du coup je te laisse te présenter un peu pour... Voilà. Moi, c'est Maxwell, 25 ans, depuis peu, préparateur physique, entraîneur, athlète aussi. Donc, j'entraîne actuellement en athlétisme. Je fais des préparations physiques à des athlètes dans les sports co, que ce soit basket, foot ou hand, et aussi en athlète. Ok, et du coup ça fait combien d'années que tu entraînes si tu avais, bah, toi aussi à ton niveau de pratique, t'en étais où par exemple en handball, etc. Moi, au handball, j'ai mis ça un peu de côté, donc je m'entraîne de temps en temps pour garder la main, histoire d'eux. J'ai commencé plus bas niveau, j'ai commencé en départemental, régional, puis national. Je suis resté 5-6 ans en national. Et j'ai arrêté en national. Et je m'entraîne toujours avec des équipes qui jouent en national. Ça se passe très bien. Puis j'entraîne en athlète depuis 2 ans. Et la préparation physique, ça fait 2 ans et 2 ans où je suis avec des athlètes, que ce soit au hand, au foot et en basket. Ok, donc là nous on va plutôt vous parler dans un premier temps de notre vision de la préparation physique et pourquoi on pense que c'est important dans le sport, etc. En fait, toutes les raisons pour lesquelles la préparation physique va aider à mieux performer dans votre sport ou à être un athlète plus complet si vous n'avez pas un objectif sportif en particulier. Donc du coup, dans un premier temps, on va vous parler donc de notre vision de la préparation physique et le premier point, ça va être pour qui, à quelle fréquence dans la semaine et à quelle intensité. Donc, du coup, je te laisse répondre à la première question. Pour qui? Là, je pense plus au niveau de pratique, tu vois, débutant, intermédiaire, expert, qui en général peut faire de la préparation physique. Pour moi, déjà, tout le monde peut faire la préparation physique. Que ça soit un débutant en foot qui a 16 ans, qu'une débutante en athlétisme qui a 14 ans, qu'un handballeur qui vient de commencer qui est en U13, tout le monde peut en faire. Parce que on va travailler ce qu'ils vont faire dans le sport, précisément, les éléments spécifiques à l'activité, puis on va devoir développer leur capacité physique pour pouvoir performer dans leur activité. Donc, que ça soit le cœur, le cardio, que ça soit la fréquence des appuis, par exemple au hand, les changements de direction. Tout athlète peut faire de la préparation physique. Et il n'y a pas de niveau, qu'on soit Ouais. débutant ou expert. Je suis d'accord aussi. Bah, j'ai le même point de vue du coup moi pour la partie escalade. Je pense qu'il n'y a pas d'âge ou de niveau pour faire de la préparation physique. Ce qu'il faut en fait, c'est juste adapter le contenu de la préparation physique au niveau de l'athlète et à l'âge de l'athlète. C'est clair que un enfant de 10 ans qui est débutant, il va pas faire la même préparation physique qu'un athlète professionnel qui a 25 ans. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte et en fait de centrer la préparation physique sur l'individu et l'individualisation du programme en fait. Mais moi, voilà, pareil, je suis du même avis que tout le monde peut bénéficier de la préparation physique. Donc du coup, le deuxième point, c'était à quelle fréquence dans la semaine. Et là, je pense que du Ouais. coup, ça dépend aussi du niveau Voilà. de... Donc pour moi, ça dépend du niveau de l'athlète, ça dépend des spécificités du sport, ça dépend de ce qu'il prépare aussi. Parce qu'un sportif qui fait du 100 mètres pour les Jeux Olympiques n'aura pas le même entraînement qu'un sportif qui fait du 100 mètres aussi au niveau départemental ou régional. Il y aura plus ou moins une préparation, enfin, il y aura plusieurs blocs de préparation sur l'année, alors qu'un athlète qui joue au niveau régional, départemental, il y a peut-être une compétition tous les 3 mois. Donc, c'est Ouais, il y pas. a beaucoup plus de temps de off-saison pour Voilà, vraiment entraîner voilà, les c'est ça. qualités, On a etc. vraiment plus de temps pour les plus jeunes et les temps, ce ne sont pas les mêmes qu'un athlète qui prend les JO. Mm. Mais du coup, moi, dans mon cas, du coup, pour l'escalade, je vais parler pour, on va dire, les athlètes intermédiaires. Donc, pour moi, un athlète intermédiaire en escalade, c'est quelqu'un qui pratique pour son plaisir personnel, qui fait pas forcément de compétition et qui va à la salle entre 3 et 4 fois par semaine pour une durée d'au moins 2 heures. Donc, si vous êtes un peu dans ce cas-là, je pense que c'est la majorité des personnes qui nous regardent pour l'escalade. Je dirais que la préparation physique, ça doit pas prendre plus que 25% de votre temps d'entraînement dans la semaine. Donc, si vous faites 4 séances de 2 heures, il faut pas que la préparation physique vous prenne plus de 2 heures par semaine en cumulé sur la semaine. C'est un peu un ordre de grandeur pour que vous ayez une idée. Et de ce qui se dit dans la littérature et de ce que j'ai pu voir sur le terrain aussi, pour les athlètes en escalade en tout cas, des fois ça peut monter jusqu'à 50% de prépa physique, 50% d'escalade, donc vraiment de pratique sur le mur. Je sais pas si c'est pareil pour les sports comme le handball ou l'athlétisme en termes de ratio prépa physique à la salle de sport et pratique du sport en lui-même. Au handball, ça dépend vraiment des clubs. Il y a des clubs qui font vraiment un gros focus en prépa physique 50%, 50% terrain. Vraiment, donc, il y a une partie, vraiment, au début de semaine, on va faire de la force, membre supérieur, membre inférieur. Donc lundi, mardi.
Puis après, le reste du temps, on va faire du handball, mais après, on va faire des petits exercices spécifiques. Par exemple, travailler les avant-bras, travailler la mobilité de l'épaule, Ouais, ce genre de trucs. hyper important. Ok, et du coup, bah, là, du coup, on a un peu répondu à mon dernier point, c'était à quelle intensité et sur quelle intensité on va se focaliser. Donc là, tu disais par exemple que tu focalisais la force en début de semaine. Qu'est-ce que tu aurais tendance à, enfin, qu'est-ce que tu observes en termes de tendance générale à ce que tu fais travailler aux athlètes dans la semaine? Est-ce que par exemple c'est 80% de force et 20% d'autres qualités? Est-ce que tu as un peu des ratios comme ça par rapport au niveau de pratique, on va dire? Enfin, par exemple, on va dire un sportif, un handballeur pro, lundi, il va faire sa séance de squat classique. Il fait sa séance, il va être à 85, 90 d'ARM. Donc, ouais, donc vraiment en séance plus force max Vraiment force ou ouais, max. sur des petites fourchettes de Voilà, répétition, quoi. force max. On va dire, on va faire ça juste avant la saison, vraiment juste avant la saison, pas en période de Pas en saison. période de compétition. Il va faire ça tranquillement. Puis le mardi, le deuxième jour, haut du corps. Mm. Donc, soit il fait des tractions, en général, c'est des développés couchés qu'ils font pendant 85, 90% Ok, d'ARM, ouais, toujours en mode force aussi, ouais. toujours en mode force, 4 reps. Voilà, on va en salle, tranquillement. Les séances du lundi, mardi, c'est en général, les séances, on fait plus de physique. Mm. Donc, on va faire beaucoup de courses, de cardio, exercices d'appui. En fait, plus la semaine va avancer, plus on aura moins de charge, D'intensité. moins d'intensité et de Ouais. charge avant les matchs. Ok. Et ben, parce que du coup, les matchs sont le week-end, C'est c'est ça. ça. Ouais. Ok, ouais, logique. Et ouais, je dirais que pour l'escalade, c'est un peu la même chose. Je dirais qu'il faut vraiment se focaliser sur la force parce que toutes les autres qualités découlent de la force. C'est-à-dire que plus vous allez être fort, mécaniquement, plus vous allez être puissant, en fait, même si vous travaillez pas spécifiquement votre puissance. Je parle par exemple pour le cas des tractions. Comme il y a ce qu'on appelle le profil force-vitesse, plus vous êtes fort, plus vous allez être rapide à des intensités moins élevées. Et donc, en fait, jusqu'à un certain palier de force, c'est pas forcément nécessaire de se focaliser sur le développement de la puissance. Et donc, en fait, pour les athlètes intermédiaires ou débutants, il va y avoir beaucoup plus de retour sur investissement à se focaliser sur la force. Mais bien sûr, il va falloir cycler son entraînement. Et ça, on va y revenir un peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, on va dire que 80% des gains, ça peut être amené par juste un entraînement en force. Et aussi bah, tout ce qui est la partie prévention des blessures, etc. Voilà, et pour revenir sur un point par rapport à la force, dans un sport comme le handball, main gauche, main droite, souvent, le sportif va utiliser que sa main dominante, et sa main dominante sera beaucoup plus musclée que l'autre main. Donc, ce qu'il faut faire, il faut travailler bien évidemment la force, mais sur les deux membres. Donc, on va faire des exercices en bilatéral. Par exemple, on va mettre le landmine. On va faire un exercice, le landmine press. On va pousser avec notre bras, main gauche, main droite, le même poids pour avoir l'équilibre, faut avoir Ouais. l'équilibre de force des deux côtés, pour qu'on soit plus complet et plus fort, entre guillemets. Moi, ce que je conseille aux personnes qui ont un déséquilibre aussi, parce que ça arrive aussi souvent en escalade, d'avoir un bras fort et un bras faible, ou même une jambe forte et une jambe faible, c'est de toujours commencer par le bras fort. Ouais. C'est quand on fait des exemples en unilatéral, donc par exemple, je sais pas, on va faire du tirage à un bras à la poulie. Je vais toujours dire, bah ok, tu vas commencer par ton bras faible. Donc imagine, mon bras faible, c'est le bras droit. J'arrive à faire 10 répétitions à 40 kilos. Et ben, je vais pas faire plus que 10 reps à 40 kilos avec le bras gauche pour essayer d'équilibrer entre guillemets. Je sais pas si vous avez à peu près les mêmes stratégies ou si tu es d'accord avec ça ou que tu as des trucs à rajouter. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je fonctionne pareil. Donc, toujours, faut commencer avec le bras dominant, puis après le bras plus faible. Ah, tu fais l'inverse du coup. Voilà, chez l'inverse plutôt. Ah, ok, tu fais l'inverse. Ok. Et du coup, pourquoi le bras fort en premier et pas le bras faible en premier? Enfin, parce que moi, la logique, c'est que si je travaille le bras faible en premier, ça va pas me fatiguer nerveusement pour quand je vais faire la deuxième série avec mon bras fort. Euh, Enfin, mon bras faible sera pas fatigué parce que j'aurais pas travaillé mon bras fort avant. Ouais. Et du coup, en fait, le gap, il va se combler petit à petit parce que je vais pas faire plus que ce que je suis capable de faire avec mon bras. Si mon bras faible, c'est le bras droit, bah, mon bras gauche va pas faire plus que mon bras droit parce que je sais que j'ai fait 10 reps à droite. Et du coup, je vais faire 10 reps à gauche pour essayer d'équilibrer. C'est quoi, du coup, ta logique derrière le fait de travailler le bras fort en premier? Le point fort en premier, c'est qu'on connaît à peu près notre force par rapport à notre bras dominant. Donc, on sait Mm. à quel. Par exemple, si moi je veux frapper une balle avec mon bras droit, je vais tirer à 120 km/h, je sais qu'avec mon bras gauche, je le ferai pas. Ok, ouais. Donc, je me dis, mon bras droit, je vais le forcer. Il sera plus fatigué en premier. Je vais prendre mon bras gauche, je vais mettre 40 kilos à la poulie, par exemple. Mm. Je vais voir une première rep commencer, deuxième rep, troisième rep. Si j'aurais à faire 10-10, vraiment avec la même vitesse sur les deux bras, j'ai gagné mon truc. Ok. Ok, ouais. Bah oui, parce que du coup, il y a cette notion aussi de, bah, comme c'est ton bras lanceur,
il faut toujours que tu arrives à renforcer plus ton bras lanceur parce que tu vas forcément être plus performant si C'est tu ça. lances que de la droite. C'est vrai qu'il y a cette dimension à prendre en compte aussi. Donc, on va passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est le renforcement musculaire, donc la préparation physique au service du sport. Et on va plutôt parler ici de l'augmentation de la capacité d'entraînement au service de la pratique sportive. Donc, on va prendre l'exemple d'athlètes différents et on va vous expliquer en gros pourquoi faire de la préparation physique, c'est intéressant pour mieux performer dans son sport. Donc, vas-y, je te laisse commencer du coup. Donc, on va prendre un basketteur. Donc, au NBA, les joueurs, ils ont 4 mois de vacances. Donc, on peut planifier plein de choses en 4 mois. Donc, bien évidemment, ils vont partir peut-être un mois et demi en vacances, mais ils auront un programme à charge. Souvent, dans cette période-là, il y a des athlètes qui travaillent leur détente verticale. Donc, on leur planifie ça intelligemment, pour pas qu'ils arrivent au workout de pré-saison ou en saison régulière cramés. Donc, on leur met un cycle d'entraînement. Donc, à raison de une séance par semaine, parce que c'est assez énergivore et les temps de récup sont très importants pour ça. Ils vont faire des demi-squats à des charges lourdes ou des quarts de squat, parce que ça a été prouvé scientifiquement que un athlète qui fait des sports comme, enfin un sport comme le basket, qui doit faire des sauts, une Ouais, de la quinzaine de détente sauts, verticale. des temps verticales, doit faire des demi-squats et des quarts de squat. Ça a été prouvé que en faisant un quart de squat, on est en légère flexion, Ouais, donc on se rapproche plus du mouvement de sauter. il y a un meilleur transfert sur la performance en saut. Voilà, c'est ça. Qu'un squat complet. Mais bien évidemment, il faut faire un squat complet pour avoir des fondamentaux solides au niveau du C'est corps. ça dépend juste de, comme tu Voilà. dis, du moment de la Ça, saison et voilà, ça des. dépend du moment de la saison, de la période. Donc, il va faire son quart de squat à 200 kg, il va faire ses 4 reps, puis il va faire un contraste de charge. Donc, ça veut dire qu'il va faire 4 reps très lourdes à 200 kg, puis avec un élastique, il va faire de la survitesse. Donc, il va simuler des sauts, il va sauter, il va aller très haut avec l'élastique, vu qu'il sera allégé de peut-être de 50 kg ou 60 kg de son poids, ça dépend de l'élastique. Avec ça, au bout de 4 ou 6 semaines, on a déjà des résultats sur la défense verticale. Donc 6 semaines sur les 4 mois de vacances, l'athlète aura déjà gagné en défense verticale et sera prêt pour sa saison, potentiellement. Ouais. Donc du coup, ouais, ça c'est vraiment comment exploiter la off-saison pour arriver plus préparé au début de la saison et pour ne pas se blesser forcément parce que du coup, si tu as renforcé ta détente verticale, tous les sauts où tu vas pas être à ton maximum, tu vas être en dessous de ta contrainte max et donc du coup, il y a beaucoup moins de risques de blessure. Je pense que c'est aussi par rapport à ça. Il y a aussi ça. Après, bon, bien évidemment, bon, il y a des athlètes qui ont des problèmes au genou. Bon, ça, je vais venir tout de suite. Il faut qu'ils travaillent en excentrique. C'est-à-dire qu'ils vont devoir freiner la charge. Donc, par exemple, quand ils vont devoir faire une impulsion, au moins l'impulsion, des fois, ils ont mal au tendon rotulien. Ouais. Donc, ils vont devoir bosser en excentrique. Donc, renforcer ce tendon en faisant des exercices en excentrique. Donc, en freinant une charge. Par exemple, faire un pistol squat sur une jambe, Ouais. puis remonter très explosif. Ou, Je sais pas si tu vois les step down aussi, ouais, où aussi tu te mets ça. sur un step Voilà, et ça, tu fais une sorte de pistol squat mais en ça excentrique. c'est très bon exercice. Ouais. Vraiment, c'est l'exercice classique, hein. Marche d'escalier, Ouais. tu descends, tu remontes avec un poids, tout en contrôle. C'est parfait. Ton tendon rotulien, il va aimer ça. Puis après, bien évidemment, il y a les étirements aussi qui rentrent en compte. Parce que le tendon rotulien, à force de sauter, bon, ça fait mal, ça tire. Et si tu ne tires pas, t'empires le problème. Et l'isométrie aussi pour, L'isométrie aussi. ouais, carrément. Moi, je sais que par exemple, pour l'escalade, au niveau de la prévention des blessures et tout ça, l'isométrie, c'est beaucoup plus pratiqué que l'excentrique parce que du coup, on va être, par exemple, sur les doigts et c'est beaucoup plus facile de mettre en place de l'isométrie sur les doigts que de l'excentrique. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur l'excentrique et la qualité que ça apporte sur la, la qualité du tendon, en fait. Enfin, le tendon, Ça, il sera il va se beaucoup plus fort. soigner, entre guillemets, ouais. Puis Voilà, il ça, se soigne. ouais. Un tendon, bon, on le soigne en le renforçant. Voilà, c'est ça qu'il faut bien entendre. On soigne un tendon en le renforçant avec des exercices excentriques et isométriques. J'ai vu un docteur aux États-Unis qui fait des exercices excentriques et il combine avec de l'isométrie. Ouais. Donc, par exemple, il fait un Romanian deadlift avec une haltère, il va descendre, il s'arrête à 90 Ouais. degrés, Ils vont bloquer il pendant un va bloquer certain temps. pendant 10-15 secondes et il va remonter Ouais. vraiment tranquille et il a vu qu'il y avait des gains sur ses athlètes. Peu importe la charge qu'ils avaient, ils avaient zéro blessure après. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je faisais un peu la même chose avec tout ce qui est blocage avec un bras au niveau du haut du corps. Ça m'arrive de faire des variantes, par exemple blocage un bras en amplitude complète. Ensuite, je vais bloquer par exemple 5 secondes. Ensuite, il y a une phase excentrique jusqu'à 90 degrés. Après, je vais bloquer encore 5 secondes. Il y a une phase excentrique jusqu'à 120 degrés. Je vais encore bloquer 5 secondes. Puis une phase excentrique jusqu'au bras tendu. Parce que du coup, il y a cette notion aussi d'amplitude et de longueur musculaire.
où c'est la relation tension-longueur, c'est-à-dire que plus votre muscle va être étiré, plus son potentiel de force est faible. Donc là, si je reprends l'exemple du blocage avec le biceps, plus mon bras il va être tendu, plus mon biceps va être en position de faiblesse. Et donc du coup, si j'entraîne ma capacité à être fort dans des amplitudes où mon biceps est dans une position de faiblesse, ça va en fait me permettre de moins me blesser parce que je vais être fort dans ces amplitudes-là qui sont vraiment extrêmes et où la blessure arrive. Et donc, ça va me permettre en fait de pratiquer mon sport pendant plus de temps sans être blessé. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence en termes de progression, en tout cas sur le sport en lui-même. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est transférable à d'autres sports. Ouais. Je pense que c'est un peu la même chose avec le genou. Tu me le disais tout à l'heure, les angulations du genou sur les squats ou sur les sauts, ça c'est vraiment un paramètre qu'on peut contrôler facilement Ouais. sur la préparation physique. Et je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire. C'est le même principe mais adapté à une autre articulation. Et vraiment, ce qui est bien en préparation physique, je trouve, c'est que les concepts, ils sont assez simples. Et après, il faut juste réfléchir à comment tu mets en place les concepts pour que ce soit pratique à réaliser et que ce soit efficace dans le sport. Donc là, on parlait des excentriques pour les genoux, ça va être plus facile à mettre en place que de l'isométrie parfois. Pareil pour les doigts, ça va être compliqué de mettre en place de l'excentrique parce qu'il faut beaucoup de matériel, alors que l'isométrie, ça va être très très simple. Donc voilà, il y a vraiment un peu toutes ces contraintes à prendre en compte pour trouver vraiment la meilleure balance entre ce qui va être vraiment efficace pour augmenter votre capacité d'entraînement, pour ne pas se blesser et être plus performant dans votre sport. Donc là, ensuite, on va passer au surcoté, sous-côté. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Les étirements, surcoté, sous-côté, à 3, 1, 2, 3, Sous-côté. sous-côté. Ouais, sous-côté. Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi c'est sous-côté? Bah, les étirements, en fait, c'est ce qui va permettre de redonner la longueur à son muscle après un entraînement. Donc j'ai bien dit après un entraînement. Souvent, dans les sports co, je vois beaucoup d'entraîneurs qui font faire des étirements juste après l'entraînement. Par exemple, on a fait des sauts, des changements de direction. Vraiment, on a vraiment sollicité notre corps à fond. Et juste après, on fait des étirements. Vraiment, direct après la séance. Étirement passif, du coup, Des étirements est passifs assez en long. plus, Ok, hein. et assez longs. Donc Ok. vraiment, on est au soleil, je vois faire ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. Parce que ces genres d'exercices-là, on travaille des capacités physiques pendant notre séance d'entraînement. Pour moi, tu t'attends à tes 24 heures, tu Mhm. dors la nuit, donc ton muscle qui va se régénérer avec ce que tu as mangé, Ouais, ce que tu as voilà, bu, ce que tu as etc., bu. l'hydratation. Et le lendemain, tu étires ton muscle tranquillement au passif. Ouais, Vraiment, trois séries de 30 secondes minimum ouais. partout, et c'est bon, nickel. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, c'est intéressant ce que tu dis de pas mettre des étirements très longs et très passifs à la fin des séances, parce qu'en fait, ça va rajouter de la contrainte excentrique. Et donc, vous allez avoir, entre guillemets, encore plus de courbatures que si vous vous étiez pas étiré à la fin de la séance. Si vous faites des étirements longs et passifs, encore, c'est important de le préciser. Et donc, ouais, pareil, moi, en fait, je dis sous-côté dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui font des étirements, mais qui savent pas vraiment les faire ou pourquoi ils les font. Et en fait, souvent, on se retrouve à faire, un peu comme tu disais, 4 séries de 30 secondes. Mais pendant les 30 secondes, ils vont se mettre en place pendant 10 secondes. Il y a 10 secondes où ils vont pas trop être focalisés. Et donc, au final, sur les 30 secondes, il y a que 10 secondes de vrai étirement. Exactement. Et ça se trouve, ça va être sur un muscle où ils ont même pas besoin de l'étirer. Tu vois, ils vont pas, par exemple, prendre en compte leur ressenti personnel, les tensions qu'ils peuvent avoir. Ils ont vu par exemple sur Insta un gars qui fait des étirements biceps-triceps et ils vont faire ça alors que ça se trouve ils ont besoin d'étirements, je sais pas, au psoas et au mollet par Ouais. exemple. Et en fait voilà, pour moi c'est sous-coté dans le sens où ça prend pas beaucoup de temps sur la journée. Franchement, même si vous en faites tous les jours, ça 5 minutes par jour ça peut suffire. Parce qu'en gros, dites-vous que vous voulez avoir 2 minutes de temps sous tension cumulé sur les étirements sur un même groupe musculaire pour que ça ait un bon effet donc en termes d'assouplissement, de récupérer la longueur comme C'est tu ça. disais. Et donc du coup, juste 2 minutes par groupe musculaire. Vous choisissez 2 groupes musculaires. Là, tu vois, tu disais que tu as fait ta séance de jambes, on imagine que c'était un lundi. Tu vas laisser le mardi en jour de récup et tu vas faire tes étirements par exemple le mardi soir. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et du coup, ça c'est hyper intéressant. J'ai un peu la même stratégie. Et moi, ce que je fais en général, c'est que en escalade, on va avoir des jours de récup où on va vraiment pas grimper. Ces jours-là, du coup, je vais en profiter pour étirer tout ce qui est muscle du haut du corps. Et les jours où on va grimper, où on va un peu moins solliciter les jambes, parce que forcément en escalade, on sollicite pas trop les jambes, à part s'il y a vraiment des mouvements agressifs sur tout ce qui va être talon, ischio-jambier. Mais tu vois, par exemple, je trouve ça intéressant de faire ces étirements bas du corps en fin de séance d'escalade parce qu'on n'aura pas trop sollicité les jambes et que en plus ça permet de revenir un peu au calme, etc. Et puis souvent, on est encore à la salle, donc on est encore motivé pour faire les choses bien. Ouais. Alors que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rentre chez moi direct après ma séance, que je prends ma douche, etc., et qu'après je dois refaire mes étirements avant de dormir,
souvent je les fais pas C'est parce que vrai. je vais être là en mode ouais bah j'ai la flemme, c'est bon, je vais dormir. Alors que si je les fais direct en fin de séance, je vais avoir une meilleure adhérence à mon programme d'étirement. Euh, et du coup, bah, les jours off où je vais pas grimper, bah là, je vais pouvoir étirer mes muscles du haut du corps tranquille. Et donc là, je vais pouvoir étirer mes muscles du haut du corps tranquille. Et voilà, on retrouve un équilibre sur ce point de vue-là. On passe au point suivant. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, point suivant, la mobilité. Donc là, on parle vraiment de mobilité au sens propre. Ouais. On va définir après, etc. Donc, mobilité, 1, 2, 3, Sous-côté. sous-côté. Ouais, sous-côté. Vas-y, je te laisse commencer. Sous-côté, pourquoi? Parce qu'en fait, la mobilité, c'est un point qui est confondu par pas mal de personnes. Ils confondent ça avec la souplesse, ils confondent ça avec les étirements, mais c'est tellement essentiel et c'est tellement agréable à faire pour pouvoir performer dans son activité. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple, hein, j'ai un manque de mobilité pour faire du squat. J'arrive pas à avoir la profondeur à 120 degrés, donc je manque de mobilité, ça peut être à la cheville, ça peut être au niveau de Ouais, ma au niveau hanche. de la hanche aussi. Ouais. Et vraiment, la mobilité, c'est génial. C'est vraiment le truc. Tu dis que tu te sens invincible quand tu maîtrises tout ton corps. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc du coup, juste un petit rappel en termes de définition. La mobilité, c'est être fort, donc savoir exprimer de la force dans des amplitudes extrêmes. Donc c'est un peu comme l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le biceps qui va être en position d'étirement. Bah, si j'arrive à être fort dans cette amplitude-là, où mon biceps est le plus étiré, donc il est censé être le plus faible, bah là on peut dire que j'ai un biceps très mobile. Et donc bah, je réduis mon risque de blessure. Et puis après, je vais avoir un contrôle qui est beaucoup plus marqué. Voilà, Enfin, c'est je vais ça. avoir un meilleur Un contrôle de contrôle. mon corps. Et donc, moins de blessures, plus de contrôle égale plus de performance. Et, euh, et donc, voilà, bah, la mobilité, ouais, c'est vraiment ça. Et je trouve qu'il y a peu de gens qui savent vraiment faire de la mobilité et qui savent bah, la placer au bon moment dans leur semaine en termes de préparation physique, etc. Mais ça, on va y revenir dans la partie questions-réponses. Donc, point suivant, le cardio. Donc là, on parle du cardio en général, que ce soit du HIIT, du LIS, etc. À 3, 1, 2, 3, sous-côté. Sous-côté. Ouais, sous-côté également. Vas-y, je te laisse commencer toujours. Pourquoi le cardio est sous-côté? En fait, il y a, dans ma salle de sport où je m'entraîne, je tombe sur tout type de public. Donc, il y a des personnes âgées qui veulent juste faire du sport, voilà, pour leur Sport cœur, santé, on va pour le dire. sport Ouais. santé. Il y a des go muscu. Il y a quelques athlètes, mais bon, c'est rare. Puis arrête, on a vraiment, c'est juste pousser de la forme, vraiment pour pousser. Et ces gens-là, souvent, ne font jamais de cardio. Mais ils se plaignent de ne pas avoir de gains. Pourquoi? En fait, le cœur est un muscle. Et si on ne sollicite pas notre cœur, on ne pourra pas porter des charges lourdes. Et notre corps, bah, il va brider. Ouais. C'est une histoire de facteurs limitants. Je prends par exemple l'exemple du soulevé de terre, pour ceux qui en ont déjà fait. En général, on dit que les séries longues au soulevé de terre, c'est pas productif. Et en général, du coup, on va te conseiller de faire des séries de soulevé de terre, on va dire entre 1 et 5 reps. Mais parce que souvent, en fait, les gens, ils arrivent à la 6e répétition et ils sont complètement essoufflés et ils n'arrivent plus à gérer leur effort, alors que leurs muscles seraient très bien capables de faire peut-être 6, 7, 8 ou 9 répétitions, mais leur cœur n'arrive plus à suivre. Et donc, voilà, il y a cette histoire de facteurs limitants qui revient. Ouais. Donc au cardio, on pourrait rajouter aussi, bon, dans une semaine d'entraînement, franchement, il y a 2 jours, on peut mettre du cardio. On peut faire du Ouais. HIIT, du 15-15. On peut faire du cardio en 45 minutes avec une certaine Ouais, intensité. basse intensité aussi. Ouais. Voilà, on fait ça 2 fois par semaine et c'est parfait. On sera bien dans notre corps. Déjà, on va perdre des calories. Ouais. Notre cœur va être en bonne santé et on pourra porter des charges plus lourdes. Ouais, c'est ça. Meilleure composition corporelle, meilleure vascularisation des tissus, même C'est pour ça. la récupération en général. Je sais que même juste le fait de marcher, de faire de la marche au quotidien, va y avoir une meilleure circulation du sang au global dans C'est ça. l'organisme et donc une meilleure récupération. Et moi, par exemple, bah là, je vais vraiment prendre le cas de l'escalade. Pour le cardio, moi, ce que je conseille de faire, c'est 1 à 2 séances par semaine, comme tu disais, de cardio à basse intensité en dehors des séances. Donc souvent, ça va être sur les jours de récup. Donc les jours où on va pas faire d'escalade. Et moi, ce que je fais en général, c'est que j'aime bien faire une séance de natation où je vais faire par exemple 1 kilomètre de natation où je vais par exemple alterner crawl et brasse à un rythme vraiment très Non. très lent. Voilà, enfin vraiment, je termine ma longueur, je me dis voilà, je suis pas essoufflé, je suis peut-être à 6 sur 10 en termes d'intensité. Vraiment, faut que je termine ma séance et que j'ai pas du tout la sensation d'être fatigué. Donc voilà, c'est vraiment du cardio de très basse intensité. Mais du coup, au final, on retrouve les muscles du haut du corps, donc ça va, que ce soit les dorsaux, les triceps, les épaules. Et je trouve que ça, il y a un bon effet vascularisation du haut du corps. Donc vraiment, la natation pour l'escalade, je trouve que c'est un type de cardio qui est très sous-coté.
Aussi juste courir, pareil, basse Et intensité, 30 minutes, footing. sur Euh, piste, si possible, parce que ouais. béton, c'est assez complexe pour certains types de publics. Ouais, puis si vous courez en ville, il y a tout ce qui est pollution, etc. Ça gâche un peu le truc. Mais ouais, je suis d'accord. Piste, forêt, Mm. courir sur le tapis, bah, je trouve ça désagréable parce qu'on court sur du tapis, en plus, bah, ça tape, Ouais. c'est vraiment désagréable. Ça peut être bien Et ça, si c'est votre non, préférence, mais ouais, je trouve que pareil, c'est pas agréable de c'est courir pas, sur un tapis. c'est pas agréable. Moi, Ouais. j'irais faire de l'elliptique. Après, pour ceux qui sont un peu plus fous, bah, il y a le air bike, Ouais. il y a les escaliers aussi. Ouais, voilà, faut pas hésiter, je pense, à mixer les types de cardio. Faut juste pas que votre cardio ce soit une séance intense dans le cadre où vous êtes dans une optique de juste améliorer votre récupération, etc. Après, il peut y avoir du coup les séances vraiment cardio où on veut vraiment développer la capacité cardiaque. Et là, du coup, on va monter plus haut dans les intensités. On va vraiment aller chercher des hauts battements par minute. Donc, souvent, ça va être à plus que 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Euh, et aussi, moi, le cardio, je l'intègre dans la préparation physique en elle-même, avec tout ce qui va être les EMOM. C'est faire un certain nombre de répétitions par minute pendant une certaine durée. Donc, pour ceux qui connaissent pas, EMOM, ça veut dire every minute on the minute. Donc, ça veut dire chaque minute dans la minute. Et donc, par exemple, je prends un exemple très concret. Je vais dire, bon, on va faire un EMOM 3 tractions par minute pendant 10 minutes. Ça veut dire que je lance un chrono et toutes les minutes, je dois faire 3 tractions, que ce soit 3 tractions d'affilée ou une traction, 20 secondes de récup, une traction, 20 secondes de récup, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est qu'on fasse le bon nombre de répétitions de l'exercice en question pendant la minute et le reste de la minute, on se repose. Et ça, je trouve que c'est hyper important, enfin pas hyper important, mais hyper intéressant, parce que ça permet de mêler renforcement musculaire Ouais. et travail cardio, et aussi tout ce qui va être gestion de l'effort par l'athlète, parce que comme je le disais, on peut diviser ses répétitions comme on a envie. Par exemple, si je te dis de faire 10 burpees par minute pendant 10 minutes, est-ce que ta stratégie, ça va être de faire 5 burpees, une pause, 5 burpees, une pause, ou 10 burpees d'affilée, une grosse pause? Tu vois, il y a ça aussi qui va rentrer en compte. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les stratégies des athlètes pour connaître leurs points forts et leurs points faibles. Donc là, si je reprends l'exemple des burpees, si je te dis de faire 10 burpees par minute pendant 10 minutes, et que tu préfères la stratégie de faire les 10 d'affilée et de prendre une grosse récup, ça veut dire que ta capacité aérobie va être en théorie moins élevée que quelqu'un qui va réussir à faire des séries de 5 et à récupérer de la série de 5 très rapidement. Et ça, c'est un truc qui peut être hyper intéressant à observer pour optimiser l'entraînement sans avoir besoin de tester avec tout ce qui va être échangeur de gaz, etc. Et c'est enfin, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant, les EMOM. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si tu en fais aussi. Je connaissais pas, je viens d'apprendre ça et je trouve que ça a l'air très intéressant à tester dans les sports co, par exemple, surtout sur les exercices de tirage, par exemple, au ventre, Ouais. les exercices de tirage. Par exemple, je vais faire les tractions, je vais prendre ça comme exemple. 3 tractions, 10 minutes, c'est ça? Ouais, par minute, pendant un certain nombre de minutes. Je sais qu'en général, la plupart des EMOM, ça dure une dizaine de minutes. Et si tu en fais plusieurs dans la séance, tu vas prendre par exemple 5 minutes de récup entre les EMOM. Donc tu vas avoir 10 minutes de traction, 5 minutes de récup, je dis un truc au pif, 10 minutes de pompe, 5 minutes de récup et 10 minutes de squat. Et du coup, en 45 minutes, tu as fini ta séance et tu as calé tes 3 blocs, un bloc de tirage, un bloc de poussée, un bloc de poussée pour les jambes. Et en fait, tu agences ta séance comme tu veux et tu n'es même pas obligé de faire une séance où tu fais que des EMOM. Tu peux faire juste, par exemple, un EMOM qui va te servir de gros échauffement, on va dire, Ouais. où tu vas, par exemple, faire 3 tractions, 3 pompes et 3 burpees par minute. Donc là, tu as tout l'échauffement de tout le corps et du cardio aussi. Et après, tu peux attaquer ta séance, par exemple, de force en développé couché. Enfin, si l'EMOM est pas hyper intense, parce qu'il faut pas faire un EMOM très intense pour se fatiguer pour la suite en fonction de l'objectif. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a une très bonne adhérence au programme. Je sais que les athlètes à qui je fais faire ça, ils aiment bien le format et ils se lassent moins vite que quand je vais leur dire, par exemple, là, tu fais 4 séries de 8 tractions avec 2 minutes de récup. Ils vont être plus adhérents au programme et je trouve que sur le long terme, il y a des meilleurs gains. Après, par contre, je trouve le seul point négatif des EMOM, c'est que en termes de gain de force maximale, ça va être moins optimal que de faire de l'entraînement classique en force, comme on disait tout à l'heure, par exemple pour les squats, entre 4, 3 et 5 reps sur des 90% de RM, etc. Ça, c'est très rare qu'on puisse le faire en EMOM, même s'il y a des sports comme l'haltéro où je sais que ça se pratique, les EMOM, mais ils vont faire par exemple toutes les minutes pair ou impair. Donc au final, c'est comme s'ils faisaient par exemple un squat lourd toutes les 2 minutes pendant 20 minutes. Donc au final, ils ont fait 10 squats Ils ont lourds. fait leur séance, quoi. C'est ça, ils ont fait leur séance en 20 minutes, mais au lieu de faire des séries de 3, ils vont faire plein de séries de 1. Et comme ça, ils vont avoir une meilleure qualité en termes de vitesse, de proprioception, etc. sur chaque squat. Et va y avoir aussi ce facteur vitesse de la répétition en elle-même, comme tu disais tout à l'heure, qui va rentrer en compte.
Et ouais, moi je trouve ça hyper intéressant à caler les EMOM. Si vous considérez que vous avez un mauvais cardio et que vous n'avez pas envie de faire de cardio classique à basse intensité, etc., parce que vous n'avez pas le temps, intégrez des EMOM dans vos séances et je pense que le résultat il sera au rendez-vous. Et donc point suivant, les exercices d'Instagram. Vas-y à 3. 1, 2, 3, surcoté. Surcoté aussi. Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi surcoté? Bah, sur Instagram, on voit de tout. Il y a des influenceurs fitness, il y a des gens qui font du fitness et pas diplômés. Il y a des préparateurs physiques, il y a des kinés, il y a des ostéos. Et après, il y a un peu de Ouais, on tout. peut trouver tout. On Ouais, peut trouver tout et c'est n'importe quoi. vraiment, ouais. Il y a aussi des docteurs. Les exercices d'Instagram, par exemple, il va y avoir 4 exercices d'explosivité haut du corps. Ils te disent tes exercices, ils te citent, ils te mettent pas le nombre de reps, ils te mettent pas que le nombre de récup, Ouais, et ils te disent pas quand le placer dans la saison ou à quelle période. c'est ça. Donc, je vois Upper Body Power Session, je vois le gars, il enchaîne des reps, et donc la vidéo, souvent, elle est en accéléré, donc Ouais. faut voir que le gars, il va vite, et Ouais, il a le et problème. t'as pas de contexte, tu sais pas combien de fois il fait cette séance dans la C'est semaine, tu ça. sais pas quand est-ce qu'elle est sa compétition, tu sais même pas s'il a une échéance à préparer. Et en fait, au final, tu vois la vidéo, tu trouves ça cool, tu dis oh bah je vais essayer. Et au final, en fait, quand tu veux le mettre en place, tu te rends compte que bah ça a pas de sens et que ça mène nulle part. Et je pense aussi à tout ce qui va être bah, les gens qui montrent leur performance sur les réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quel exercice, hein, mais on a envie de montrer que, enfin, on montre que ce qu'on a envie de montrer et on va pas montrer les exercices où on est faible. Donc, je sais pas, si je prends l'exemple des tractions, par exemple, bah, je vais montrer que ma meilleure série de ma meilleure séance. Je vais pas montrer les 4 séances qu'il y a eu avant où j'ai gagné en force pour arriver à cette performance-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est intéressant dans le fait sur-côté ou sous-côté des exos Instagram, c'est que bah, ce que vous voyez sur Instagram ou sur TikTok ou n'importe quel réseau, bah, c'est pas la réalité, c'est hors contexte. Souvent, même des fois, il y en a qui trichent sur leur performance, ça peut arriver, même si je pense que c'est rare, ça dépend des sports. Mais vraiment, il faut pas que ça vous atteigne personnellement, et il faut pas se focaliser là-dessus, et encore plus s'inspirer de ces exos-là pour faire des séances, parce que dans 99% des cas, l'exercice il vous sera pas adapté. Enfin, si c'est une séance en entière, elle sera pas du tout tenable, comme tu disais, par rapport au temps de récup, au C'est nombre ça. de reps, etc. On sait pas, souvent c'est même pas indiqué. Des Je fois, sais il y pas. aura pas de des fois, il y aura pas de transfert à l'activité même. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Ouais. exercice inutile, entre Ouais, guillemets. c'est ça. Ça dépend vraiment du contexte. Et bah, sans contexte, il n'y a aucun exercice qui est bon ou mauvais. Donc, vraiment, pour moi, les exercices d'Instagram, c'est bien pour faire des vues, de la communication, etc. Mais dans une optique de préparation physique et de s'améliorer dans votre sport, je pense que c'est vraiment à bannir. Pour s'inspirer, ça peut être bien. Pour se motiver, ça peut être bien. Mais voilà, pour moi, ça s'arrête là. Faut pas essayer de copier. Faut pas s'attacher à ça. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. On dit souvent que les préparateurs physiques, ils doivent être inventifs, donc on doit inventer nos propres exercices par rapport à une activité. Tu vois, on peut voir une vidéo C'est hyper un gars intéressant, ça. d'Instagram, mais ça va pas être l'exercice que j'ai donné à un athlète que je vais faire, parce que Ouais. ça ne sera pas forcément de son niveau, il va peut-être pas forcément aimer. Il faut que ça reste agréable pour l'athlète de faire l'exercice en question. Il faut qu'il trouve ça utile et il faut que ce soit le plus efficace. Donc on va chercher un exercice nous-mêmes, lui donner l'exercice et qu'il le fasse. Pas de j'ai vu ça sur Instagram, tiens, fais-le. Ouais, exactement. Il y a ça aussi, c'est que ça peut être bien de s'inspirer, de réfléchir au pourquoi du comment, de l'adapter à ses besoins. Mais voilà, comme tu dis, il faut pas voir l'exercice et l'envoyer à son C'est client ou ça. son athlète et dire ah bah voilà, tu vas me faire ça à 4 séries, machin, parce que ce sera jamais une bonne solution, je pense. Donc point suivant, l'ego lifting. À 3. Ok. 1, 2, 3, surcoté. Surcoté. Ouais, Alors là, surcoté. surcoté. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'ego lifting, c'est en 2 mots, c'est ego lifting. C'est quand on va vouloir soulever des charges lourdes, peu importe l'exercice, juste pour impressionner les gens, pour booster son ego, etc. Et souvent, on va voir par exemple des gens qui vont faire des squats hyper lourds, mais qui vont jamais descendre à la parallèle. Si leur but c'est de faire un squat complet, mais qui vont dire bah voilà, j'ai fait un squat à 500 pounds, enfin je sais pas, genre 230 kilos. Ils vont dire ouais voilà moi mon RM en squat c'est 230 kilos, sauf que bah non, c'est ton RM en demi squat parce que t'as pas fait la répétition en entier. Donc ouais, pour moi l'ego lifting ça amène juste à des blessures et c'est tout, voilà, tout simplement. Ouais, voilà, ça met vraiment que des blessures, booster son ego avec ses potes, dire je fais ça, je fais ci, mais vraiment c'est inutile. Ouais, Arrêtez ça vraiment. ouais, Et en plus, vous recrutez pas bien votre muscle, souvent. ouais, c'est ça aussi. Et un truc que j'observe personnellement en escalade, c'est les personnes qui vont faire de l'ego lifting, mais pas forcément en termes de charge, mais tu sais juste pour impressionner les autres. Par exemple,
Je prends l'exemple de la traction à bras. Ouais. Bah, les gens qui vont savoir faire des tractions à bras, ils vont vouloir montrer à tous leurs potes qui savent faire des tractions à bras. Et tu sais, des fois même en fin de séance, etc. Tu vois, et c'est là souvent que tu peux avoir des blessures, etc. Et je trouve ça hyper stupide en fait de juste vouloir prouver aux gens ce que vous êtes capable de faire. Je trouve que ça n'a aucun intérêt en fait, à part vous apporter des blessures, accumuler de la fatigue sur la semaine et vous éloigner de votre objectif de progression. Donc vraiment, je pense c'est, comme on dit, c'est l'ego au placard. Voilà, c'est ça. Et si vraiment vous avez un but d'ego, faites de la compétition et prouvez aux gens par votre classement dans la compétition que vous êtes meilleur qu'eux. Et là, je pense que on est sur un vrai but d'ego. De toute façon, on voit ça un peu, hein, même en STAPS, dans les théories motivationnelles. Ouais. Tu as les gens qui vont avoir plus un but d'ego ou un but De de maîtrise. tâche, de maîtrise. C'est pas mal en soi d'avoir un but d'ego, mais faut pas que ça vous éloigne de votre objectif, qui est de, par exemple, faire premier à une compétition. Savoir faire des tractions à bras, ça va pas forcément vous amener à être premier à une compétition. Donc pour moi, ouais, l'ego lifting, c'est à jeter. À bannir. Ouais. Donc, point suivant, cycler son entraînement et les semaines de deload. À 3, 1, 2, 3, sous-côté. Ouais, sous-côté. Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi c'est sous-côté? Bah, souvent, il y a des personnes qui s'entraînent, ils font des blocs de 16 semaines, par exemple, ils vont faire que de l'explosivité ou de la force. Bah, notre système nerveux va être épuisé, on va avoir des mauvaises perfs, il y aura plus de progression. Risque de blessure plus élevé aussi. Voilà, risque de blessure plus élevé, plus important, on va être fatigué, soit mentalement et physiquement. Des fois, on n'aura pas envie de s'entraîner, mais on va quand même s'entraîner parce que, voilà. Ouais. On va avoir la sensation que si on va pas s'entraîner, on va régresser, alors que limite, ça aurait été bénéfique. Voilà ça. Prendre une pause de 2-3 semaines, un petit deload, donc baisser les charges. Par exemple, moi, je suis à 200 kg au squat. Bah, pendant 2 semaines ou une semaine, je vais faire aller des reps à 80 ou à 60 kg, tranquillement, pour récupérer. Ouais. Puis, une fois dans la semaine, je ferai des rappels de force. Donc, Ouais. à lundi, par exemple, bah, je vais faire des rappels de force sur tous les exercices de force. Donc, moi, je vais faire mon squat à 200, ma traction à 50 kg, mon soulevé de terre à 170 et mon dips, je sais pas, à 40. Ouais, c'est ça. C'est bien du coup que tu parles du coup des rappels de force. Donc ouais, voilà, pour les semaines de deload, que vous fassiez une semaine de deload de temps en temps. Moi, je sais que ce que je recommande en général, enfin dans mes programmations et dans les cycles que je fais faire aux gens, c'est souvent des blocs qui vont durer à peu près 4 semaines. Ouais. Donc par exemple, tu vas faire 4 semaines de force, focalisé sur une ou deux qualités. Donc là, je prends l'exemple de l'escalade, mais ça va être par exemple 4 semaines de force pour les doigts et en combiné force de biceps, donc tout ce qui va être tirage, traction, etc. Mais voilà, par exemple, quand on va focaliser ces deux types de force-là, je vais pas rajouter de la force en poussée puis de la force en jambes. En fait, on va vraiment rester focalisé que sur ce que j'aime bien dire, c'est deux qualités maximum en même temps pendant ces 4 semaines. Après, vous prenez votre semaine de deload, parce que souvent, l'intensité va être très élevée, comme tu disais, il y a tous les facteurs nerveux, les capacités de récupération, etc. Si vous avez besoin, vous pouvez enchaîner les cycles de force, mais avec des semaines de deload. Donc, par exemple, vous faites 4 semaines de force, 2 semaines de deload, 4 semaines de force, si vraiment vous avez un objectif de force à atteindre par rapport à une performance que vous visez. Mais voilà, c'est hyper important de faire ces semaines de deload et pendant ces semaines de deload, de caler des rappels de force pour garder une stimulation nerveuse importante. Mais par exemple, moi dans mon cas, je sais que le rappel de force, quand je le mets en pratique, c'est une seule série sur un ou plusieurs exercices. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire par exemple une seule série de une répétition sur une traction. Donc en fait, je vais faire une montée en gamme. Donc je vais m'échauffer, quelques tractions au poids de corps, une traction à 10 kg, une traction à 20 kg, une traction à 30, etc. jusqu'à une traction proche de ma répétition maximale et je m'arrête là. En fait, je fais qu'une seule série vraiment très intense et après je passe à un autre exercice. Donc par exemple, je vais faire des suspensions. Je vais monter en gamme sur 5 secondes par exemple. Je vais faire 5 secondes de suspension à 10, 20, 30, 40 kg, etc. jusqu'à monter à proche de mon maximum. Et voilà, donc pour l'intensité des rappels de force, entre 90% et 100% de l'ARM, selon votre état de forme, ça peut être une bonne intensité à viser, je trouve. Voilà, et pour le rappel de force, je dirais c'est un système de sauvegarde. Si vous voulez pas perdre vos gains, par exemple, vous êtes en off-saison, donc ça veut dire vacances, détente, une fois dans la semaine, début de semaine, quand vous êtes frais, vous n'avez pas fait des trucs nerveux il y a 2-3 jours, vous allez à la salle, vous faites monter en gamme, vous faites votre série squat, développé couché, autre, puis après vous êtes tranquille. Ouais, c'est ça. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas perdu vos gains. Et on peut faire ça aussi pendant la période de compétition. Ouais. Début de semaine, hop, on fait nos reps, et comme ça on est tranquille, on ne perd pas nos gains, on reste tout aussi fort. Puis je trouve que le faire en période de compétition, en début de semaine, comme tu dis, ça permet aussi de, entre guillemets, réveiller son corps et se mettre dans le rythme de la semaine.
et de se dire, bon, bah, ok, là, ma semaine d'entraînement, elle commence, je vais tout donner à l'entraînement parce que je sais que je vais mettre des charges lourdes, etc. Et je trouve que ça motive aussi d'un point de vue adhérence au programme. Donc, ouais, je suis totalement d'accord. Et pour revenir plus sur la partie cyclage de l'entraînement, donc là, on va parler donc de différentes qualités physiques. Donc, par exemple, on va faire un cycle de force, puis un cycle de puissance, puis un cycle d'explosivité, par Lifting. exemple. Et comment est-ce que toi, un peu, t'agences les cycles en général? Et si tu as des conseils par rapport à ça, tu vois. Enfin, Bon, par exemple, moi, je peux partir sur une base de 4 semaines. Je peux faire 4 semaines. Je peux faire 6 semaines selon l'échéance de la ouais, compétition, selon le sport en question. Par exemple, en athlète, il y a pas de compétition. Il y a deux périodes, la saison estivale et la saison hivernale. mm, On va dire, si je prépare un 100 mètres pendant 3 mois, je peux faire des cycles de force, des cycles de ouais, vitesse et des cycles de puissance. Je peux faire des 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines. ouais. On Ça fera que dépend de vraiment pauses de 2 ouais, de la semaines. période de off-saison, tu C'est vois. ça. Donc, c'est bien. Donc, 6 semaines, c'est très bien. Donc, on peut partir, par exemple, je peux commencer à. Si j'avais fait de soulevé de terre, par exemple, je peux commencer à. Allez, on commence à 50 kilos. Je peux finir mon cycle de 6 semaines avec 110, 140 assez facilement. Donc, Mm. ça monte assez vite. Après, bon, le soulevé de terre, c'est une exercice technique. Voilà, ouais. Des fois, on peut stagner assez vite. Donc, après, pour stagner, bon, on casse le truc. On augmente déjà, on augmente la taille de la barre. Donc, ça se transforme en bloc pull. La barre au niveau des genoux, on tire. Ouais. Et après, on revient au soulevé de terre classique. Comme tu disais aussi, ouais, pour les squats, bah, passer sur des plus faibles amplitudes, donc par exemple du demi ou du quart de squat, ça va avoir un meilleur transfert sur la performance C'est en ça. saut en elle-même. Donc du coup, bah, au fur et à mesure, on va peut-être faire par exemple un cycle d'hypertrophie où on va faire du squat en amplitude Voilà, complète, c'est ça. puis un cycle de force où on va faire des demi-squats, puis un cycle d'explosivité où on va faire par exemple du quart de squat avec, bah, comme tu disais, Les des élastiques, ouais. sauts avec Ouais. élastique ou ce genre de choses. Ouais. Donc ce que je dirais en général, c'est que plus vous avancez proche de votre échéance de compétition, plus vos exercices doivent être spécifiques à l'activité. Et souvent, bah, dans le sport, ce qui est spécifique, c'est vraiment la vitesse et l'explosivité. Donc en fait, si vous êtes encore sur des répétitions assez lentes et assez lourdes, proches de votre échéance de compétition, si c'est pas un rappel de force, je pense qu'on rate un peu l'objectif de la C'est préparation ça. physique. Euh, et ouais, c'est vraiment ça. C'est plus vous êtes loin, enfin plus vous êtes au début de la saison, de off-saison, plus vous allez pouvoir cibler des qualités qui vont pas être hyper importantes pour la performance en elle-même, mais que j'ai cité, donc par exemple l'hypertrophie. Ça peut être hyper intéressant de faire un cycle d'hypertrophie au début de sa off-saison pour avoir potentiellement plus de gains de force sur le cycle de force qu'on va faire Ouais. après. Et bah, peut-être que ces gains, on va les conserver et que bah, les quelques centaines de grammes de muscles qu'on va réussir à construire pendant ce cycle, ils vont nous permettre d'être plus puissants après sur notre sprint, par exemple. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est juste une histoire de comment on gère son temps de préparation en fonction du temps de préparation qu'on a disponible aussi. C'est clair que si vous avez que 12 semaines de préparation, vous n'allez pas faire 6 semaines d'hypertrophie, ce serait complètement inapproprié selon moi. Oui. Et puis surtout qu'en 6 semaines d'hypertrophie, on va pas vraiment gagner beaucoup de masse musculaire non plus. Quoique, si c'est quelqu'un de débutant ou quoi, ça Débutant, ouais. peut, ouais, ça Un peut débutant, vraiment oui, marcher. ou si tu as une très bonne pharmacie. Ouais, il y a aussi ça qui peut rentrer en compte. Ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast aussi, tout ce qui est dopage, etc. Moi, je sais que personnellement, ça me passionne, tout ce qui est dopage, parce que bah, moi, quand j'ai commencé le sport en général, bah, j'ai commencé un peu par la muscu, dans le garage, tu sais, en mode j'avais un ventre développé couché. Ouais. En fait, je faisais un peu du powerlifting, mais sans le savoir. Tu vois, je faisais développé couché, soulevé de terre, squat, un peu à l'arrache. Et du coup, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, tu sais, un peu tous les influenceurs fitness et tout. Et tu étais un peu dans cette période où bah, tu commences le sport, tu as l'impression que personne n'est dopé, c'est le monde des bisounours, etc. Et puis plus tu progresses personnellement, plus tu te rends compte que c'est dur de progresser. Et tu te rends compte, en fait, tu dis, ouais, mais non, mais lui ou lui, il est dopé, c'est pas possible, etc. Et après, moi, j'ai eu le sentiment inverse quand j'ai commencé l'escalade. C'est que même si tu sais que le dopage, ça existe, ben, tu veux pas te dire que telle personne ou telle personne elle est dopée. Je sais pas si Non. ça te le fait aussi pour des athlètes, j'en sais rien, en basket ou quoi, Oui, ça me le fait mais pour. comme c'est pas visuel, comme je sais pas, en muscu ça se voit quand quelqu'un est dopé, je sais Ouais. pas, il va avoir des épaules énormes, des trapèzes énormes, etc. Mais dans un sport où ce qui est visé c'est pas la masse musculaire mais vraiment la performance sportive, bah, il y a des substances dopantes qui se voient pas sur le corps comme ça en fait, et du coup tu t'arrives pas à te dire est-ce que cette personne-là elle est dopée, elle est pas dopée, et en fait ça me passionne vraiment. Je pense que ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Ouais, c'est Mais vraiment très très intéressant le ouais, dopage. ça pourrait être, enfin, moi, ce que j'aimerais trop, c'est vraiment pouvoir interviewer un athlète de haut niveau, bah, du coup, qui serait anonyme, parce que je pense que Ouais, parce ce que serait, ouais, voilà, ce serait, je pense, enfin, une terne pour son image, on va dire. Ah bah, à part s'il l'a assumé ou quoi. Mais ouais, vraiment, je pense, interviewer un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau sur, bah, du coup, le dopage dans le sport de haut niveau en général,
Je pense que ça serait hyper intéressant, mais bon, je pense que c'est le genre de truc, C'est c'est comme les études scientifiques, j'en sais rien, sur tout ce qui va être des maladies très précises et tout, c'est super dur de trouver des, des correspondances. Enfin, tu c'est sais, ça. genre, je vais pas mettre un truc sur Insta, recherche athlète dopé pour interview, s'il vous plaît. Ouais, Enfin, ça va être très compliqué. ouais, ça va être compliqué, encore plus en escalade où bah, il y a beaucoup d'ego qui est impliqué, etc. Enfin voilà. Mais bref, pour moi, je trouve ça passionnant. Donc bah, je pense qu'on a un peu tout dit au niveau du cyclage de l'entraînement. Ouais. Ensuite, on passe au point suivant, l'échauffement. Échauffement, sur-côté, sous-côté, un, 2, 3, sous-côté. Sous-côté. Ouais, sous-côté. Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi l'échauffement est sous-côté? Bah, souvent, quand on commence une activité, quand on est jeune, on peut se permettre d'arriver au gymnase et faire directement nos séries au panier, au basket ou nos tirs au foot. Il n'y a pas de problème. Quand on a 7, 8, 10, 11, 12 ans. Ouais, À partir d'un certain âge, on peut plus se permettre de rentrer sur le terrain, aller direct à fond, je mets une accélération, ou ouais, quoi, t'arrives, claquage, ouais, claquage aux ischios. ouais, direct. Ouais. Donc l'échauffement, c'est primordial. Et souvent, l'échauffement est mal fait. Parce que il y en a beaucoup qui font l'échauffement, ils font du cardio, ils vont sur le vélo. Ça, je parle des gens qui vont à la salle. Ils vont sur le vélo, ils font 8 minutes de vélo. Après, ils envoient directement sur les grosses machines ou les Ouais. squats. Ils Donc, vont faire du vélo pour s'échauffer pour leur développé couché, par exemple. ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ok, Ouais. ça fait monter ta température du corps, mais c'est pas utile. Oui, Donc vraiment, il faut s'échauffer en utilisant toutes les parties du corps qu'on va utiliser durant notre séance d'entraînement. ouais. Donc moi, je dirais, je pars de la mobilité globale sur l'ensemble de mon corps, en enchaînant les exercices, bien évidemment, pour le chauffer aussi. Puis après, je peux attaquer tranquillement les petites séries légères sur les exercices que je vais faire. Puis après, je compte les charges et ma séance commence. Ouais. Bah, on va y revenir après plus en détail sur vraiment tous les points clés de l'échauffement, etc. Mais ouais, pour faire court, du coup, pour le sur-côté, sous-côté, moi, je pense vraiment que c'est sous-côté dans le sens où bah, l'échauffement, il est souvent bâclé enfin, déjà, les personnes ne s'échauffent pas en général ou ne savent pas s'échauffer. Les personnes qui font l'effort de faire un échauffement, souvent, elles ne savent pas s'échauffer et ça va être bâclé ou l'objectif de l'échauffement, il va être raté. Donc, en fait, je trouve que vraiment savoir s'échauffer, c'est une qualité limite plus importante que je sais pas être fort à tel ou tel exercice, tu vois. Enfin, si tu sais t'échauffer pour faire un sprint, je pense que limite tu peux être plus performant en sprint qu'un gars qui s'entraîne spécifiquement pour faire du sprint mais qui sait pas s'échauffer le jour Je J suis tout à et fait qui va se d'accord. faire Ouais. un claquage. Du coup, je pense vraiment que l'échauffement, en plus, il y a tous les effets de potentiation, etc., où tu vas avoir un gain de force après ton échauffement par rapport à tout ce qui est facteur nerveux, etc. Donc ça, pareil, c'est des trucs pour optimiser vraiment la préparation physique. Mais vraiment, je trouve que l'échauffement, ça conditionne ta séance, que ce soit ta séance de sport ou ta séance de préparation physique. Et que s'il est bâclé ou s'il est mal fait, ça peut complètement ruiner ta séance. Parce qu'une séance où tu n'es pas assez échauffé, tu vas avoir déjà un plus gros risque de blessure. Mais bon, si on nommait le risque de blessure, vous allez être moins focalisé, vous allez avoir plus de mal à vous concentrer sur ce que vous devez faire comme tâche. Ça peut aussi engendrer des blessures. Par exemple, imagine sur un saut, tu es moins concentré quand tu vas sauter. À la réception, ton cerveau il va être ailleurs et hop, tu te fous une cheville. Tu Ça peut vis. être ce genre de blessures-là, qui du coup sont pas forcément liées à une charge d'entraînement trop élevée, mais qui sont juste liées à une charge cognitive vous n'étiez pas prêt cognitivement quoi, à faire cette activité-là. Donc vraiment, ouais, pour moi, l'échauffement, c'est un gros sous-côté. Et on va y revenir en détail juste après pour vous expliquer vraiment tous les points clés de l'échauffement. Dernier point du sous-côté sur côté, la whey, donc la protéine whey. Vas-y, à 3. Ok. 1, 2, 3, 3. Moi, je dirais sous-côté. sur-côté. Sur et sous-côté. Attention. Moi, si je devais choisir, je dirais vraiment sur-côté. Après, on va expliquer pourquoi, Ouais. etc. Bah, vas-y, je te laisse commencer. Sur et sous-côté. Donc, par exemple, il y a des sportifs pro, enfin des footballeurs, beaucoup de footballeurs. Avant les matchs, ils mangent pas. Parce que souvent, les matchs sont tard et la fenêtre entre la digestion et le match, ça colle pas Ouais, ils trop. ont pas envie d'être ballonnés Voilà, ou ils ont envie d'être d'avoir un ballonnés, trop ils ont envie gros. d'être Ouais. vraiment légers. Donc, ça fait qu'ils prennent un shaker de whey avant leur match. Puis après leur match, ils mangent. Ils mangent tranquillement. Donc, je dirais dans ce cas-là, c'est bien. Mais eux, ils n'ont pas la même whey que la whey que tu Ouais. trouves au grand public. C'est pas de la whey Décathlon, quoi. Voilà, c'est pas de la whey Décathlon, c'est pas de la whey avec une liste d'additifs Ouais. à 30 ingrédients. Vraiment, il y a peut-être deux ingrédients. Ouais. Puis ça se Puis c'est pas consomme à la même certain. qualité de Voilà, filtrage, c'est pas les mêmes voilà, matières premières, c'est etc. C'est ça. vraiment. Ouais. Et je sais que dans les clubs, ils commandent leur whey. Ça se consomme sur 4-5 jours. C'est vraiment des commandes. Sur 4-5 jours, ça se consomme. Parce que tu peux pas garder les produits plus d'un certain temps, sinon ils vont beaucoup moins bons. Ouais, ça se dénature un peu, etc. C'est ça. Donc il y a, ça, c'est un très bon point. Donc tu as un apport en protéines, oui. Mais, comment dire, ça peut être surcoté. Ouais. Ouais.
Justement, j'ai dit surcoté parce que souvent, les pratiquants de sport en général, là, je veux vraiment pas parler des athlètes de haut niveau parce que je pense que c'est trop spécifique et Ouais. c'est vraiment au cas par cas. Mais je dirais les personnes qui font du sport en général et un peu plus les sports où tu as une dimension sport de force. Tu Ouais. vois, par exemple, pour l'escalade, il faut savoir tracter fort sur des frises, on va dire. Euh, donc pour tous ces sports-là, je trouve que c'est surcoté dans le sens où la plupart des gens, ils vont d'abord consommer de la whey en se disant ah bah je vais prendre de la whey, ça va me faire augmenter ma masse musculaire, machin et tout. En fait, ils vont faire des raccourcis. C'est-à-dire qu'au lieu de d'abord soigner leur alimentation et de voir s'ils ont besoin de prendre de la whey, ils vont directement prendre de la whey sans rien changer à leur alimentation en se disant bon bah ça va être magique, je vais prendre de la whey et ça va augmenter mes performances. Alors que bah, moi je trouve le bon raisonnement à avoir, c'est d'abord regarder sa C'est nutrition ça. et puis seulement s'il y a des carences ou si vraiment il y a un aspect pratique, etc., là, on se tourne vers les compléments alimentaires. Et du coup, bah, j'en parlais dans le podcast numéro 1 avec Fanny. Moi, personnellement, j'aime bien consommer de la whey pour le côté vraiment pratique. C'est-à-dire que si j'avais le temps et l'énergie, etc., de tout le temps me cuisiner un plat facile à manger, facile à digérer, facile à transporter, etc., je le ferais et je consommerais pas de whey. Mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple d'emmener un shaker et de le boire après sa séance que d'aller au magasin, d'acheter un truc protéiné où il va y avoir plein d'additifs dedans qui sera en plus beaucoup trop cher. Euh, voilà, je pense que c'est plus par rapport à ça, moi, que je dis surcoté, parce qu'en général, voilà, les personnes, enfin les sportifs, ils vont faire des raccourcis. On en reparlait aussi pour le multivitamine. Au lieu de manger des fruits et des légumes, ils vont prendre un multivitamine Vitamine. et ils vont se dire bon bah c'est bon, j'ai pas besoin de manger des fruits et des légumes, mais ça marche pas comme ça malheureusement. C'est trop facile sinon. Et ouais, voilà. Donc moi j'ai dit surcoté plus par rapport à ça, mais si c'est bien utilisé, je pense que c'est un des meilleurs compléments alimentaires et puis c'est un des seuls compléments où il y a vraiment beaucoup Beaucoup de d'études qui ont montré que c'est efficace. Mais c'est toujours pareil, c'est efficace si vous l'intégrez dans une alimentation saine et équilibrée. Faut pas manger des pizzas tous les jours et rajouter de la whey en plus et se dire que vous allez muter parce que vous allez prendre de la whey. Ça marchera pas malheureusement. Donc là, on va passer à la partie vraiment prévention des blessures. Et donc du coup, on va un peu vous parler chacun de notre expérience avec certaines blessures. Donc moi, je sais que je vais parler particulièrement de mon talon. J'avais fait une mauvaise chute et je m'étais fracturé le calcanéum, donc c'est l'os du talon. Et du coup, toi, tu vas nous parler de. Ma blessure à l'épaule. Ok, blessure à l'épaule. Donc, je me suis fait une luxation de l'épaule, luxation antérieure, l'épaule qui part vers l'avant. Lors d'un entraînement de hand, précisément, c'était le 6 octobre 2017. Donc, j'ai encore la mémoire sur Ouais. ce truc-là. Ça reste les dates comme Voilà, ça où tu ça te reste passes un vraiment, truc. c'est très marquant. Donc, Ouais, ouais. on a l'entraînement, donc c'est vendredi, c'est la veille on jouait le lendemain, donc veille de match. Et vraiment, je me sentais super bien pendant l'entraînement, j'avais aucun signe de fatigue ou autre. Et je sais pas, j'arrive, donc je veux tirer, et je veux tirer sur le joueur le plus grand de l'équipe. Donc vraiment, c'est vraiment le dépassement de soi, c'est vraiment, je me dis, il faut que je marque ce but absolument. Donc Ouais. j'envoie tout, j'envoie vraiment toute mon épaule. Et en fait, au moment où je lâche la balle, et que je suis en train de retomber, je sens plus mon corps, il devient lourd d'un coup. Et donc, vous savez que j'arrive au sol, je chute direct, et je comprends pas ce qui se passe. Ok, t'es vraiment tombé en mode. Je suis tombé T'es sec. tombé quoi. Et C'est j'ai même vraiment tes pas jambes. compris. Ok. Genre déconnecté, Ok. Ouais. j'ai tout mon poids, on Ouais, dirait comme si qu'il. t'avais eu un bug et tu te retrouves par C'est terre et tu ça. comprends pas Donc il y a quoi. tout mon poids qui vient sur un côté, et donc ça fait que moi je tombe sur le côté, et limite je me roule par terre, et j'arrive pas à me relever. J'ai du mal au début à me relever. Ok. Et donc ce qui se passe, c'est que je m'appuie sur ma main gauche, et j'arrive à me lever, mais j'ai du mal à rester droit. Donc ça fait, je rampe, et je tiens mon bras vraiment, ma limite comme ça. Ouais, tu sentais qu'il y avait un truc qui Je, était pas bien j'ai au un truc, niveau il y a un du truc qui bras est pas là, quoi. je me suis dit, mais c'est pas un coup de jus, je sais pas ce que c'est. Donc Ouais. je mets sur le côté, j'attends, et je commence à crier d'un coup. Et, genre, je sens une petite décharge électrique au niveau de l'épaule. Ouais, la douleur qui arrive. Et le coach il vient me voir et il me fait t'as mal où? Il me fait je sais pas, mon bras il a l'air paralysé, je sais pas, j'arrive pas à le bouger. Ouais. Il me regarde l'épaule, il fait ah, ton épaule est sortie. Il me fait Ok. ah, je suis purée, mon épaule est sortie. Et donc on appelle les pompiers. Et les pompiers dans le camion, moi, ils sont super sympas. On parle, ils me disent ouais, ton épaule elle est sortie. Ils me disent c'est pas trop grave, tout ça, ils m'expliquent et tout. On arrive aux urgences, donc ça va, ils ont été très réactifs à l'hôpital de Clichy. Ils me prennent, je crois, immédiatement. Il y a le médecin, il me dit, ouais, votre épaule, elle s'est déboîtée, on va faire une radio. Donc, il fait Ouais, une tu fais un peu radio le pour savoir diagnostic et tout. s'il n'y a pas de fracture. Parce Ouais. que si tu remets l'épaule en place et qu'il y a une fracture, Ça peut c'est empirer. des problèmes. Ouais. Donc, il faut une radio, il n'y a pas de fracture. Donc, après, on m'emmène dans un bloc, ils mettent le masque, ils me remettent mon épaule en place. Ouais, ils Et te le remettent en mode paf et ils non, essaient de en te fait, remettre ouais, ils font l'épaule. vraiment une manip tranquille, douce, pour me remettre mon épaule en place. Genre, ils mettent un gaz, mais moi, je chantais pas, mais Ok, t'étais un peu anesthésié par le gaz. ouais, c'est ça. Donc, Ok. ils disent, ouais, on entend le crack, ils me la remettent correctement. Ok. Et à ce moment-là, il me fait, le médecin me dit, tu joueras pas avant 6 mois. Tu vois, je me dis ça dans ma tête, je dis 6 mois, on est en octobre, ça dure 6 mois, bah, c'est la fin de Ok. saison pour moi. Tu vois. Alors, ouais, normalement,
une luxation comme ça, que s'ils arrivent à te la remettre en place et qu'il n'y a pas de fracture, normalement, c'est assez bénin, non? Enfin, Pour moi, ça serait bénin, à part s'il y a de enfin, l'instabilité. ouais, c'est ça. Enfin, forcément, tu vas pas rejouer un match la semaine d'après. Ouais. Mais ouais, 6 mois, ça me paraît énorme. 6 mois, je me suis dit, 6 mois, c'est énorme. En plus, c'est ma main dominante, c'est mon épaule droite. Ouais. Donc, je me suis dit, ouais, 6 mois, c'est chaud, 6 mois. Ouais. Donc, voilà, elle passe. Donc, je vais voir l'orthopédiste 3 semaines après. Donc, je suis dans une écharpe. Il me dit, bah, c'est bon, on commence la rééducation dès maintenant. Bah, au moment où j'enlève mon écharpe, T'as eu combien de délai entre le moment où tu t'es blessé et le moment où l'orthopédiste t'a dit vous commencez la rééducation? il y a eu 3 semaines. Ok, Vraiment 3 semaines pile. Vraiment trois Ok, semaines pile. Bah, dès que je suis sorti des urgences, j'avais déjà mon écharpe. ok, ouais. 3 semaines, dès que j'ai retiré mon écharpe, bah, mon muscle il s'est atrophié. Hein, Ouais. voilà. Mon bras, bah, dès que j'enlève, mon bras il tombe au sol direct. Ok, Et ouais. vraiment, T'as eu vraiment l'épaule qui tombe. ouais, ça, j'ai vraiment l'épaule qui Ouais. tombe et je suis, ah ouais, quand même. Donc, on commence la rééducation chez un très bon kiné d'ailleurs à Courbevoie. Si jamais vous voulez l'adresse, donc c'est On 8 mettra les liens en On description. mettra le lien dans la description. C'est vraiment un très bon kiné qui m'a suivi vraiment de A à Z parce que il faut savoir qu'il y a des kinés qui sont là juste pour faire du profit et qui s'intéressent pas vraiment à ce que vous avez. Donc ils vont dire, tiens, on te met des électrodes et fais 3 exercices, ils te regardent pas. Ils prennent 3 patients en même temps et Voilà, full, c'est full ça. complexe. Et, ouais. Ouais, il y en a de moins en moins, je pense, mais ouais, t'as raison, ça Il existe. y a des kinés comme ça. Ouais. Donc souvent ils ont des très grandes salles. Tu dis, ouais, une salle de sport, tapis de course et tout. Tu dis, ça va être génial. En fait, bah, ils te regardent pas faire et tu vois peut-être 10 minutes dans la séance sur tes 1 heure. Ouais. Donc c'est pas terrible. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus, quand tu sais qu'un kiné qui fait bien son job, l'impact que ça peut avoir bah, sur la vitesse de ta récupération, sur ta connaissance de ton corps, etc. Enfin, je trouve ça. C'est ça, Ouais. c'est très important. Donc, ouais, Ouais. vraiment, il y a un petit cabinet sympathique. Vraiment, il y a tout. Il y a des sportifs, des non-sportifs. Ça se passe très bien. Donc, il m'a remis mon épaule en place. Il m'a dit, ton épaule est super raide. Mm. Donc, ça, c'est un point que l'orthopédiste m'avait pas dit. Il m'a dit, tes épaules sont super raides si tu fais pas attention. Donc, c'est là, j'ai déjà pris conscience qu'il y avait un problème. Il fallait que je fasse attention à la raideur de mes épaules ou autre. Ah, peut-être que tu intègres des étirements, ce genre de Voilà, trucs. plus Ouais. d'étirements. Et je me rappelle, à cette période-là, j'avais quoi? J'avais 2017, donc 18, 19 ans. Je ne me tirais pas autant que maintenant, par Ouais. exemple. Et donc là, j'ai pris ce point en compte et on fait notre rééducation tranquillement. Donc au début, il fait les tests, la rotation externe, tout ça. Il dit, Il t'a fait des tests isocinétiques ou pas? Ou il t'a fait des non, non, tests un peu on de n'a pas besoin. terrain? Ouais, il a fait vraiment un test de terrain et puis Ok. le ressenti. Puis il m'a Ah, dit, t'as pas fait sur la machine, là, le truc où tu forces à fond et ouais, tout. non, Ok. ça, c'est avec l'élastique plutôt. Ouais, ok. Après, il a manipulé avec sa main pour regarder au fur et à Ouais. mesure où je pouvais aller. Ouais, vraiment analyse de terrain, on va dire. Voilà, ça a Ok. vraiment. Il a pris son temps dessus, il s'est bien appliqué. Puis on a évolué, on a fait ouais, 2, 3 mois de rééducation. En février, enfin, fin janvier, j'ai pu reprendre les entraînements. J'avais des petites douleurs, mais je peux reprendre les entraînements. Début février, j'ai pu rejouer au niveau auquel j'étais. Donc, c'était un niveau national 2 à cette période-là. Donc, j'ai pu rejouer un match en février. Donc, il y a eu combien de temps de délai entre le moment où tu t'es blessé et le moment où tu sentais que tu étais quasiment remis à 100% de ta blessure, on va dire? Vraiment, la période où j'ai senti que j'étais remis à 100% de la blessure, c'était vraiment quand il m'a dit reprends les entraînements tranquillement. Vraiment, janvier, je me sentais bien, mais Ouais. j'avais des petites gênes un peu. Ok. J'avais pas d'appréhension, mais j'avais juste des petites gênes au niveau du tir. Donc il m'a dit trouve une nouvelle mécanique de tir qui va pas te faire mal à l'épaule ou Ok. autre au début. Et ça, j'ai mis quelques semaines, j'ai mis peut-être 2, 3 semaines avant de trouver la bonne mécanique, enfin, une nouvelle Ouais, donc au mécanique. final, tu as changé un peu ta technique de C'est tir ça. pour moins solliciter ton Moi, épaule. solliciter mon épaule en cas de, comment dire, parce que souvent, il y en a, ils ont peur d'utiliser leur épaule Ouais. à plein potentiel. Et moi, j'avais pas peur. C'est juste qu'il m'a dit, trouve une autre technique. J'ai trouvé Ouais. une autre technique. J'ai mis mes 3 semaines pour apprendre une nouvelle technique de tir. Il n'y a pas eu d'effet, comment on appelle ça, un effet néfaste sur mes performances par rapport à ça. Parce que souvent, quand tu changes une technique trop tard, Ouais. T'as tout l'apprentissage à c'est refaire ça, tu as et tout l'apprentissage à refaire ouais. et tu es moins performant qu'avant. Et en Mm. fait, non. Et la technique que j'ai eue, bah, c'est plus utiliser mon avant-bras et mon poignet. Mm. Donc, je fouette la balle au lieu de, par exemple, de faire une grosse armée et envoyer tout mon épaule. Ouais. Donc, vraiment, je fouette la balle, et donc la balle va plus Ouais, vite. ouais. La balle va beaucoup plus vite et je peux même casser mon poignet. Donc, là, je peux même changer la trajectoire de la balle Ok, ouais. quand je tire. Ouais, Et donc au final, ça t'a même fait progresser en technique c'est de ça. passer par cette blessure, alors que peut-être que si tu t'étais pas blessé, t'aurais jamais eu cette remise en question technique entre guillemets et peut-être que t'aurais été moins performant là-dessus au C'est ça. global, quoi. Vraiment, là, mais en fait, il m'a ouvert une grande porte. Il m'a dit, écoute, il m'a débloqué un potentiel. Comme je Ouais, dirais dans Dragon Ball, donc Kaio, bah, ça a été le vieux Kaio qui m'a débloqué un potentiel pour tirer plus fort, plus vite, sans douleur. ouais. Mais du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que un point important pour savoir si votre rééducation elle a été efficace ou pas, bah, c'est qu'en théorie, quand vous reprenez le sport après de la rééduc, votre objectif c'est d'être plus fort qu'avant la rééduc. Et là, vous êtes sûr que vous avez réussi votre rééducation en fait.
Pour moi, c'est vraiment le. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, Pour moi, c'est vraiment s'il y a une amélioration, un gain, un réel gain, c'est là que tu dis que ta régulation elle est parfaite. ouais, Si tu c'est n'as pas ça. de douleur Ouais. qui traîne pendant X temps après, c'est que le kiné a bien fait son job. Enfin, le kiné a bien fait son job et que j'ai bien fait mon job aussi à Ouais, côté. c'est ça. Parce qu'une kiné, il fait sa partie. Il y a Ouais, c'est un moi aussi. investissement collectif. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est un travail en équipe. ouais, exactement. Et moi, du coup, bah, je vais parler plus principalement de ma blessure au talon. Je parlerai peut-être aussi de blessure au niveau des doigts. Mais du coup, moi, je m'étais cassé le talon sur une chute. Donc, en fait, j'étais tombé à côté du tapis, en fait, et mon pied, il a tapé le sol. Donc, je suis arrivé vraiment, je dirais, une chute de 4 mètres et quelques. Enfin, le bas de mon pied était à 4 mètres. Donc, 4 mètres de chute et bam, ça tape. C'est la vitesse. Ouais, c'est ça. Donc du coup là, sur le moment, j'ai rien senti. Sur le moment, vraiment, j'ai rien senti. Je marchais normalement. Je sentais que c'est un peu le truc que tu disais, hein, les petits éclairs un peu Ouais. électriques, tu vois. Mais vraiment sur le moment, j'ai rien senti. Quand je suis tombé, j'ai eu zéro douleur. Et je me suis quand même dit bon vas-y, je vais m'asseoir 5 minutes parce que je sens que je suis pas bien non plus, mais je me sentais pas mal. Je m'assois 5 minutes et au moment de me relever, j'ai vraiment fait ça, tu vois. J'ai juste mis un peu de poids sur mes pieds et j'ai senti une douleur dans toute ma jambe impossible de juste poser le pied comme ça. Enfin, c'était impossible. Et là, je dis ah ouais, d'accord, là, je suis vraiment pas bien. Et donc, bah, pareil, urgence, radio pour voir les fractures et tout. Et moi, il y a un truc qui était assez marrant, c'est que ils m'ont fait les radios, mais alors je sais pas si c'était des stagiaires ou pas, mais ils avaient pas l'air très expérimentés. Et en fait, ils m'ont fait la radio, mais que dans la vue du haut en fait. Ouais. Sauf que du coup, moi, ma fissure, elle était dans ce sens-là. Donc, si tu fais la vue du haut, tu Je vois vois pas la pas. fissure sur le C'est côté. ça. Et donc, en fait, donc ils me font la radio. Sur le moment, j'étais un peu dans le gaz, donc je me suis pas rendu compte qu'ils m'avaient pas fait la vue de profil. Et donc, bah, je retourne en salle d'attente, etc. J'attends mes résultats. Ils viennent me donner les résultats et ils me disent bon bah c'est bon, vous avez pas de fracture. En fait, vous avez rien, c'est juste un hématome. Et puis bah dans 2-3 semaines, vous aurez plus rien quoi. Le classique des Donc euh, urgences. donc petit ascenseur émotionnel, tu vois, Ouais. tu te fais mal, t'as l'impression que tu vas plus marcher pendant 6 mois. Ils te disent bon bah c'est bon, dans 2-3 semaines tu galopes. J'étais hyper content. Mais je voulais quand même vérifier, tu vois, parce que je sais pas, j'ai eu une mauvaise vibe en mode j'ai l'impression qu'ils avaient mal fait leur boulot, tu vois. Et je vérifie les radios du coup parce qu'ils me donnent les images. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas l'image de profil. Et je me dis, mais c'est super bizarre et tout. Et donc, du coup, je retourne voir la personne qui m'a donné les résultats. Et je dis, ouais, excusez-moi, est-ce qu'il y a bien la vue de profil? Parce que bah, là, sur les images, je la vois pas, etc. Et la personne, elle hésite parce que du coup, alors je sais pas trop comment ça se passe en termes de hiérarchie aux urgences, etc. Mais je crois que la personne qui m'a amené les résultats dans l'enveloppe et tout, c'était pas la personne qui m'avait fait les radios. Et j'ai pas l'impression que c'était un médecin non plus, enfin peut-être un infirmier ou je sais pas trop, mais enfin c'était pas, en tout cas la personne ça se voyait que limite, enfin son job c'était juste de me donner le papier, tu vois, Donner c'était papier, pas de ouais. vérifier que les autres avaient bien fait le truc. Enfin en vrai j'y connais vraiment rien, donc n'hésitez pas à me dire Dans les voilà dans commentaires. les commentaires. Je veux pas dénigrer les professions ou quoi, mais voilà, donc je vais voir cette personne et je lui dis bon bah voilà, en fait moi je pars pas d'ici tant qu'on m'a pas fait la vue de profil. Parce que bah, ça se trouve j'ai un truc de cassé, tu vois. Enfin, je vais pas rentrer chez moi avec le talon cassé sans le savoir, tu vois. Et donc ils me reprennent parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. Je pense que s'il y avait eu du monde, ils m'auraient dit bah non, tu rentres chez toi. Enfin voilà quoi, Ouais, c'est ça. Doliprane et ça va Ouais, passer. ouais, c'est ça, Doliprane. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait le forceur et ils m'ont refait la radio. Et là du coup, bah, ils voient qu'en fait il y avait une fissure, etc. Et donc bah là, donc ascenseur émotionnel, j'étais dégoûté. Parce que en fait, bah, ils te disent bon maintenant c'est bon, dans 2-3 semaines c'est bon, puis après ils disent oh bah là pendant un mois t'as une botte et tu peux pas marcher pendant un mois, et après peut-être que tu commences la rééduque au bout d'un mois. Donc bon, ils me disent voilà, faut prendre rendez-vous pour un IRM aussi, voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont Ouais. touchés que l'os. Euh, donc je prends rendez-vous pour l'IRM. Il y avait quasiment 2 mois de délai pour prendre rendez-vous pour l'IRM. Je trouve Donc bon, ça inconcevable. voilà, c'est ça. Enfin, déjà, je me suis dit, bon, c'est un os, ça récupère super vite. En plus, sur la radio, du coup, le diagnostic, c'était qu'il n'y avait pas de déplacement osseux. Donc, je savais que ça allait se reconstruire comme avant. Tu vois, enfin, un os, ça régénère super bien. Donc, je savais que j'allais pas avoir de séquelles, tu vois. Enfin, donc, je me suis dit, bon, bah, je fais ma rééducation tout seul, en fait. Parce que si je dois attendre l'IRM pour après aller avoir un rendez-vous chez l'orthopédiste, qui avait encore un délai, enfin, ça, je vais y revenir après. Bah, en fait, au final, j'arrive chez l'orthopédiste au bout de 6 mois et j'ai déjà fini ma rééducation, en C'est fait. ça. Donc je prends rendez-vous pour l'IRM quand même. Bah, je me dis bon, je vais prendre rendez-vous au cas où, même si je pense que dans 2 mois j'aurai récupéré. Et donc du coup, bah première semaine, je pouvais même pas poser le pied et tout ça. J'étais vraiment en mode 100% récup. Et déjà dès le début de la semaine 2, je recommençais un peu à mettre en charge dans le sens où je marchais avec les béquilles, mais en remettant du poids très progressivement, tu vois. Donc je sais pas, peut-être au début je mettais genre 5 kilos à chaque pas. Après je mettais le 2-3 jours après peut-être 10 kilos à chaque pas, etc.
Et j'essayais de marcher 15 minutes par jour parce que bah, marcher avec les béquilles et tout, c'était hyper compliqué. Mais j'essayais quand même de bouger, faire circuler le sang, etc. J'essayais vraiment de pas rester assis allongé toute la journée. Du coup, j'en ai profité pour faire bah, pas mal d'étirements, etc. Euh, et donc, du coup, bah, au final, à la fin du premier mois, donc la consigne du médecin, c'était pendant un mois, tu gardes la boîte, tu marches pas. Vraiment, tu mets même pas de poids dessus. À la fin de ce premier mois, je pouvais quasiment marcher normalement. Donc sans les béquilles, juste avec une chaussure normale, tu vois. Enfin, je boitais un peu, tu vois, mais genre si je devais rester debout pendant 1 heure, c'était possible, tu vois. Genre j'avais pas de douleur, etc. Mais je pouvais pas courir, je pouvais pas sauter. Voilà, on va dire, je pouvais juste rester en vie, on va dire. Ouais. Et donc au bout de ce mois-là, moi là, je commence vraiment ma rééducation bah, musculaire. Donc là, bah, je faisais beaucoup d'extensions de mollets, de la mobilité de cheville. Bah voilà, en gros, c'est un peu les points principaux, quoi. Mobilité de cheville et extension des mollets, donc renforcement au niveau des mollets. Et au final, bah, au bout de 2 mois, je vais faire mon IRM et moi, j'avais quasiment fini ma rééducation parce que je pouvais déjà quasiment reprendre le sport, etc. Donc reprendre l'escalade, j'arrivais à courir un peu en mode footing, bon pas de sprint hein, bien sûr, mais voilà, enfin on va dire à mon niveau de pratique sportive avec le bas du corps, j'avais quasiment récupéré à 100%. Et donc ils me font l'IRM et moi je pensais qu'ils allaient me faire un diagnostic à la fin de l'IRM, mais en fait même pas, ils m'ont juste fait l'IRM et dit bon bah voilà maintenant il faut prendre rendez-vous avec l'orthopédiste. Et après je regarde les délais pour l'orthopédiste, c'était pareil, c'était minimum un mois ou 2 mois d'attente, je sais plus. Donc au final bah, j'ai jamais pris rendez-vous en fait parce que j'avais complètement récupéré. Et donc en fait moi le point que je voulais amener c'est que si vous êtes blessé et que vous faites confiance au système de santé français, si vous n'êtes pas bien entouré, bah, toi j'ai l'impression que tu as été bien entouré du coup parce que tu es tombé sur un bon kiné, etc. Et que tu n'as pas trop eu ce problème-là. Mais moi dans mon cas, bah, en fait je pouvais juste pas faire confiance au système de santé. Et donc du coup bah, je me suis renseigné tout seul, j'ai fait ma rééducation tout seul. Bien sûr j'ai 2 3 amis kinés, je leur ai envoyé des messages pour un peu savoir leur avis, etc. Avoir ce genre de trucs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'étais allé chez le kiné, bah, j'aurais pas été remboursé parce que ça aurait pas été prescrit, Ouais, etc. c'est ça. Donc au final, comme le sport c'était une part importante de ma vie, ça m'aurait pas dérangé de payer mes séances de kiné, mais parce que j'avais les moyens d'investir dans ce truc-là, parce que c'est important pour moi, tu vois. Mais quelqu'un qui a pas les moyens ou alors qui est pas sportif et qui doit aller chez le kiné, enfin bref. En gros, moi, du coup, bah, mon conseil, la morale de cette histoire, c'est que vraiment, si vous êtes blessé, renseignez-vous sur votre blessure. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi les fonctions que vous avez perdues? C'est quoi que vous devez récupérer? Essayez du coup de faire le travail vous-même. En gros, comptez pas sur le kiné Voilà, c'est pour ça. faire 100% du travail, parce que même le kiné va vous donner des exercices à faire chez vous, en autonomie, etc. Et si vous les faites pas, bah, il y aura personne pour les faire à votre place. Donc vraiment, morale de l'histoire, euh, comptez que sur soi-même en gros. S'entourer de personnes qui sont quand même expertes pour avoir des avis extérieurs, etc. Mais faites les efforts par vous-même. Il y a que comme ça, je trouve qu'on guérit vraiment de sa blessure parce que c'est là où vous avez encore plus de motivation pour en sortir. C'est parce que vous dites, ok, je m'investis à fond dans l'optique de guérir, etc. Et ouais, moi, c'est ce que je retiens de cette blessure, c'est que bah, faut pas attendre d'avoir un rendez-vous chez le kiné. Voilà, c'est ça. Faut faire le forceur, faut aller direct au cabinet, faut appeler. Enfin, c'est c'est un peu triste à dire, mais ouais, enfin, juste moi, j'ai plus confiance en le système de santé français pour ce qui est blessure sportive, tu Voilà, c'est vois. ça. Enfin, c'est aberrant de dire ça, tu vois, mais ouais, moi c'est mon avis, tu vois. Je trouve ça dommage en fait, parce que ouais, c'est pas les mêmes moyens que dans le sport de haut niveau, etc. Bah forcément, hein, parce qu'on est des athlètes amateurs. Enfin moi perso. Ça, bah, je vais être d'accord avec toi sur un point, parce que je vais rebondir sur un point par rapport à toi, par rapport au système français, de santé français. Bah, je me suis fait les croisés, donc 2 ans après la blessure à l'épaule, et presque dans la même période. Là, c'était pas le 6 octobre 2019, c'est le 3 septembre 2019. Donc la saison n'a même pas commencé. Ouais. Donc match amical. Donc je jouais à Nier, je jouais contre l'élite valdoise, donc des potes de fac, c'est dans l'équipe d'en face. Sur une action, pas de montée de balle, vraiment tranquille, donc il y a un joueur qui m'attrape, il met une béquille dans mon genou droit, où je le blesse, et moi je me rééquilibre sur ma jambe gauche, et je repousse avec la jambe droite de l'autre côté, je me prends un deuxième coup, et au moment où je vais faire mon troisième pas, bah là je sens une décharge électrique dans mon genou, vraiment sec, et je tombe au sol, et je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, c'est quoi encore ce truc? Et genre, ça me tire dans le genou, et j'arrive pas à me lever sur le moment. Il y a un de mes coéquipiers, Hicham, qui m'attrape, il me met sur le banc, il me ramène une poche de glace, je mets la poche de glace vite fait sur mon genou, je me lève, et je peux marcher tranquillement. Je marche tranquillement, je descends les escaliers. Donc je reste sur le banc jusqu'à la fin du match,
Et après, je me dis, bon, faudrait peut-être que j'aille aux urgences parce que je sais pas ce que j'ai et j'ai mal. J'ai une petite gêne, mais j'ai Ouais. mal, mais c'est pas trop grave. Ouais, tu sentais que c'était une gêne, mais pas un truc qui t'empêchait de marcher ou C'est ça, quoi. je sentais que il y avait un truc qui allait pas parce que j'ai jamais senti une décharge dans le genou. Ouais, tu sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal, ouais. Donc, le président, il me fait, va aux urgences. Donc, je vais à l'hôpital de Colombes. J'arrive aux urgences avec un de mes potes. Il me dépose à l'accueil. Donc, il attend avec moi. Donc, on me dit, ouais, ça va donner une vingtaine de minutes. Donc, on fait la radio. Voilà, sur tous les plans, vraiment sur tous les plans. Donc, à l'intérieur, sur les côtés. On attend peut-être 30 minutes. Et on me dit, alors, le médecin qui m'a fait la radio, il arrive, il me dit, monsieur, vous avez juste une contusion. Voilà, parce qu'à la radio, on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, Ouais, quasiment. ouais, bah oui, forcément, Ah, un ligament, c'est ça. c'est Vous IRM, avez, etc. ça fait juste une contusion. Rentrez chez vous, prenez des béquilles, donc ordonnance de kiné, ordonnance de béquilles, Doliprane. Mon cousin qui habitait dans le 95, il me ramène chez moi dans le 91. Je m'endors. Et le lendemain, au réveil, je me lève et j'arrive pas à tenir debout. Je sais purée, c'est quoi cette douleur? Et j'ai pas mes béquilles, donc ça fait que y a personne chez moi. Donc je reste dans mon lit pendant peut-être 1 ou 2 heures. Ouais, puis après, limite, t'étais à cloche-pied ou quoi. Enfin, Donc je me suis dit qu'il faudrait que je me lève de mon lit, il faudrait que je cherche mes béquilles. ouais. Donc ce que je fais, donc je suis sur mon lit, donc je pousse sur mes bras, donc je tire sur mes bras et je me mets sur ma jambe gauche et vraiment je fais ouais des cloche-pieds pour avancer, pour Ouais. ouvrir la porte. Jusque ma mère arrive, donc j'appelle ma tante qui habite à quelques minutes de chez moi, je l'appelle, je lui dis est-ce que tu peux m'accompagner à la pharmacie, prendre des Ouais. béquilles, prendre la telle, tout ça pour ma jambe parce que j'arrive vraiment pas à marcher. Elle met là, donc, je ramène la béquille, la telle et Ouais. l'infirmière, la pharmacienne elle me fait vous avez quoi comme blessure? Je dis, j'ai une blessure au genou, on dit une contusion. Ouais. Donc faites une IRM. Donc moi j'ai sur Doctolib le jour même, donc le lendemain. Ouais. Ils me disent, vous avez une IRM à faire bah, dans 2 jours. Donc, je me dis, bon, ça va dans deux Ok, t'as jours. pas eu de délai. Voilà, 2 jours. 2 jours, bon, on va plus payer. Donc, c'est dans un hôpital privé, à côté de chez moi, Anthony. J'arrive à l'IRM. Et là, vraiment, je me dis, j'attends à rien. Je m'attends à Ouais, tu rien. t'attends à rien Je et t'as quand même m'attends. été déçu, Je me quoi. dis, une petite entorse au genou, tu vois, tranquille. Ouais. On fait l'IRM. Le lendemain, j'ai mon IRM, donc, par mail, tu Ouais, reçois le. il t'envoie l'image. Donc, les images, je les ai le jour même. Ouais. Mais le lendemain, donc, par mail, j'ai le compte rendu. Je regarde, je lis tranquillement au début, tu vois. Donc, ils me disent, ouais, entorse de grade 3 tout ça, tout Ouais, ça. ouais. Je regarde, je descends, je vois fissure méniscale, je suis purée, ça c'est déjà un problème. Et je Ouais. continue, je suis rupture complète du ligament, rupture Ok. complète du Ligament ligament croisé croisé antérieur antérieur. sur le genou droit. Je suis oh purée, je dis, je m'attendais à toutes les blessures sauf ça. Je me dis purée, c'est la fin de ma carrière. Je dis là c'est fini, je peux plus jamais faire de Ouais. sport. Ligament croisé, tu connais, hein. Voilà ça, les Ouais, footballeurs là on vous voit. Et donc il y a une de mes potes, Léa, qui était en STAPS aussi. Elle s'est fait les croisés, je crois, peut-être 2 jours avant moi, mais elle l'avait pas dit. Et moi je lui Ok. dis, bah je me suis fait les croisés. Et à ce moment-là, je voulais plus entendre parler de sport, je voulais plus faire de sport. Et man, cette année-là, j'étais en L3 management. Je suis pas allé à l'école de l'année. Si, je suis allé à l'école peut-être 1 mois ou 2 mois sur cette période-là. Parce qu'il y a le Covid. Ouais. Ouais, mais ouais, là, je trouve la blessure, ça brise le mental. Enfin, Ça brise le mental. Et ouais. vraiment, et bah, j'étais chez moi. Donc ça fait que vu que j'allais pas en cours pour avoir cette blessure, donc j'étais chez moi, je jouais aux jeux vidéo tout le temps. Je faisais rien, j'avais un mode de vie décalé. Donc je dormais super tard, je me levais super tard et j'avais rien à faire à part Bah, récupérer, attendre que ça passe. attendre que ça dégonfle, que j'aille chez le kiné, que je Ouais. fasse mes trucs. Et vraiment à ce moment-là, j'étais perdu. Et je crois que je crois que c'est 1 mois après l'accident. Donc je crois que voilà, je vais me faire opérer le 7 octobre. C'était un lundi, le 7 octobre, donc 1 mois après, donc 7 octobre 2019. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'étais chez un kiné, mais pas mon kiné habituel qui m'a fait des pauses, c'est un autre kiné traditionnel, tu vois, les kinés qui met juste ses électrodes, des Ouais, massages, c'est ok. tout, qui font juste ça. Il me dit, ouais, mais tu t'es pas fait les croisés, t'es super bien. À ce moment-là, j'avais pas de béquille, je marchais nickel, je faisais tout ce que je Ok. voulais. J'avais même rejoué au foot, rejoué au hand, Ouais, tranquillement. après, ouais, je pense qu'il y a différents grades de Donc, blessures et. de façon, comment tu récupères Ouais, aussi. c'est ça, je pense. Ouais, la Même si j'ai un capacité mode de de vie récupération. décalé, donc j'avais très bien récupéré. Il me dit, ouais, tu t'es pas fait les croisés, regarde, il est écrit à suspicion de ligament croisé. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu un espèce de contradiction entre le chirurgien et le kiné. Donc, Ok. ça repoussait mon opération d'1 mois. J'avais fait repérer le lendemain. Ouais, parce que c'est ce que je me disais dans ma tête, c'est que ouais, quand t'as un ligament total, quand t'as une rupture totale, t'as forcément une opération, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Enfin, mais ils sont pas opérés parce que, à partir d'un certain âge, genre 30 ans, 35 ans, ils opèrent pas parce qu'ils disent, tu veux pas, t'es pas sportif de haut niveau et Ouais, ils voilà. savent qu'entre guillemets, t'as pas besoin de refaire de sport C'est à ça. cette intensité-là, et du coup, Donc, ils ok. opèrent pas. Donc, Ouais. moi, à ce moment-là, j'étais jeune, ils m'ont dit, t'es jeune, tu fais du sport à un certain niveau, et Ouais. on t'opère. Et à ce moment-là, il y a eu une contradiction. Donc, ils ont hésité à opérer. Donc, j'ai perdu 1 mois encore. Ouais. Donc, pendant 1 mois, je me dis, mais purée, j'ai Ouais, perdu parce qu'au final, la rééducation, elle commence vraiment après l'opération. Du coup, même si tu fais de la rééducation avant, avant pour si renforcer, t'opères, ouais. ça casse tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, j'ai perdu 1 mois. Ouais. Donc, pendant 1 mois, je faisais du renfort, entre guillemets.
Et à ce moment-là, j'ai fait la connaissance d'une personne, vraiment par hasard, elle sur Insta. Vraiment, il était peut-être 5 heures du matin. Je suis sur Insta comme ça, je me balade. Et je vois une personne que j'avais déjà vu quelque part, dans une autre fac ou autre. Et j'envoie un message, je me dis, mais c'est pas toi là? Et du coup, on discute. Et après, elle me dit, parce qu'on fait le même soir. Et je lui ai dit, elle Tu me lui dit, expliques ton ouais, ouais, scénario. enfin, je lui ai même pas expliqué ça. Elle me fait, donc, je demande, on échange par rapport à son sport et tout, par rapport au match, parce qu'elle est sortie d'un match. Ok. Elle me fait, et toi, tu joues quand? Bah, j'ai dit, moi, je me suis fait des croisés. Et après, donc, à ce moment-là, elle m'explique tout son parcours par rapport aux croisés. Donc, Ok, parce vraiment, qu'elle avait aussi eu la même blessure ouais, c'est ça, et. beaucoup plus tôt. Elle expliquait vraiment de A à Z les protocoles, comment gérer ça, parce que moi, c'était nouveau pour moi, je connaissais Ouais, pas. c'est ça, ouais. Quand tu te blesses, t'as pas la connaissance forcément, parce C'est que ça. tu vas pas te renseigner sur les croisés si tu t'es C'est jamais fait ça, les croisés, tu vois. ouais, mais elle me dit, ouais, ne regarde pas les vidéos d'opération, Ouais. anesthésie, tu demandes à qu'on te mette un peu plus de trucs, comme ça, tu t'entends rien. Au final, j'ai dit, la première fois, Ah, parce qu'ils te le font en local, ils ils te te le font en font. anesthésie locale. Ah oui, d'accord, c'est même pas anesthésie T'entends générale. tous les bruits, Ok, tu vraiment, vois tout. Enfin, peut-être tu vois pas du coup. t'as le choix. Soit tu regardes l'écran, Ok. soit bah, t'as le drap, donc tu vois pas, Ouais. mais t'entends tous les bruits. Ok, ouais. Donc il y a eu ça, elle m'a expliqué de A à Z tout le protocole, et ça c'était vraiment génial parce que j'étais perdu. Donc ça fait qu'elle m'explique tout, ça m'a grave rassuré, Ouais, ça t'a mis en confiance. ça m'a mis une déterre de fou après Ouais. pour la suite. On arrive à l'opération le 14 novembre, donc j'ai perdu un mois. On m'opère très bien, bon, rien à signaler. Je vais chez le kiné, pas chez mon kiné qui m'a repéré l'épaule, chez l'autre kiné qui m'était dit les électrodes pendant une semaine. Il m'a même pas touché une seule fois le genou. Ok. Ouais, Ça veut dire que, parce qu'en fait, quand un croisé, tu dois mobiliser le genou directement, genre, que ce ouais. soit moi ou lui. Et lui, il me disait quoi? Tu t'assois, tu tends juste ton genou, ta jambe et tu laisses pendre dans le vide, tranquille pour avoir une extension. Mais Ok. ça, je le faisais déjà chez moi et déjà sur mon lit. Et vu qu'il m'avait pas touché le genou pendant 1 ou 2 semaines, bah, ce qui s'est passé, quand j'ai vu mon kiné qui m'a repéré à l'épaule, quand je pouvais me déplacer assez tranquillement, il m'a dit, si d'ici 3 4 semaines, il n'y a pas d'évolution sur ton genou, je pense que tu as un syndrome du cyclope. Le syndrome du cyclope, c'est un kyste en fait qui bloque l'extension. Donc Ok. il bloque l'extension et la flexion. Et donc je boitais pendant un certain Ouais, ça, temps je à cause de connaissais pas ça. du tout, tu vois. Et je bloquais, je boitais, et je savais pas pourquoi je boitais. Tu vois, je me disais que c'est un déficit de force ou autre, Ok. alors que ça avait rien à voir. Et ce qui se passe, bah, il y a le Covid. Donc, Ouais, ouais, ok. mois de mars, avril, Ouais. mai, juin, bah, les chirurgiens et les personnels soignants, ils sont mobilisés. Donc, j'ai juste vu mon chirurgien en téléconsultation. Il m'a dit, là, par contre, là, on peut rien faire. On va juste attendre qu'il puisse opérer. Ouais. Donc, il a pu m'opérer au mois de juillet, vraiment en juillet, première date, avant qu'il parte en vacances, il m'a opéré en urgence. C'est une Ok. opération de 10 minutes. Il m'a enlevé mon kyste et vraiment, ma jambe s'est tendue direct. Ok, ouais, donc du coup, c'était vraiment ça le Ouais, problème. ma jambe s'est tendue direct, elle s'est Ça, pliée c'est fou, direct. ça. Flexion max, extension max. Et au niveau de la rééducation, j'ai juste perdu musculairement par rapport à l'opération, mais tranquille. Ok. Mais niveau force, j'étais parfait. Ok. Mais ouais, tu vois, ça c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça revient à l'histoire de bah, moi qui demande une contre-radio. C'est, je pense, toujours avoir au moins 2 diagnostics Ouais, c'est ça. et voir s'il y a des différences entre les diagnostics et s'il y a des très grosses différences, bah, peut-être demander un troisième diagnostic. Ça peut être long, mais sur une blessure comme les croisés, comme tu disais, bah, t'as rien d'autre à faire en fait. Du coup, bah, c'est toujours un bénéfique si tu es sûr de ton diagnostic. Voilà, Et ouais, là, tu vois, c'est vraiment, bah, ton expérience, elle le dit, c'est réel, tu vois. Il faut vraiment demander on a demandé à des, avoir ouais. un bon staff, surtout, voilà, des bons chirurgiens, des bons kinés, des gens qui te suivent. Parce que ça, c'est Ouais. vraiment. Si je savais pas, si mon kiné m'avait pas dit par rapport au cyclope, jamais je serais parti faire un autre IRM et j'aurais jamais rappelé mon chirurgien pour dire que j'ai un problème. Ouais. J'aurais dit, ouais, bah, peut-être que mon genou, il doit rester comme ça. Mais en fait, non, il m'a débloqué le problème en 10 minutes. Il n'y a pas eu de dépassement d'honoraires. L'opération était gratuite. Ouais, Ouais. clairement. Parce que c'est pas de sa faute, c'était juste un manque de mobilisation au début. Puis des fois, ça se développe Donc, comme ça. Et donc, sur mon premier croisé, je suis revenu en 7 mois. En 7 mois, je suis revenu sur le terrain d'entraînement. Quand il me dit, tu peux reprendre les entraînements de hand, je suis ok. revenu comme si je pouvais jouer en compétition. J'avais aucune gêne, aucune appréhension. Ok. Et vraiment, avec le kiné, on travaillait, en fait, on travaillait ensemble parce que il me dit, ouais, chaque séance, il fait, bah, tu fais ça à la maison. Donc, je faisais du renfort, j'allais à la salle, je faisais mes exercices. On travaillait ensemble. Il faisait aussi ses exercices. On faisait la machine, les tests ISO, tout ça. Ouais, isocinétique et tout. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. il me dit, ouais, t'es faible en ischio. Donc, paf, tes ischio. Il me dit, Ouais, les ouais, rapports de c'est ça. flexion-extension. Il me dit, ouais, je t'ai laissé reprendre l'entraînement, mais t'avais pas le droit de reprendre l'entraînement. Il a dit, je t'ai laissé reprendre parce que t'as envie de jouer et je sais que tu pouvais jouer et t'avais pas peur de jouer. Donc, Ouais. Et ça, il y a un gros débat aussi. Enfin, je sais qu'on en a vu un peu en cours de STAPS, du coup, toutes ces histoires de ratio, ouais, d'isocinétique et en fonction de ton ratio, tu as le droit ou pas de retourner à l'entraînement, retourner au match et tout. Et moi, personnellement, j'ai pas assez d'expérience pour dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord.
mais j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est un peu subjectif. En gros, même si ton ratio il est pas idéal, bah si tu te sens capable de et que tu fais pas trop le fou au début, je pense que c'est toujours bénéfique de reprendre progressivement C'est ça, l'activité. ouais. Reprendre progressivement parce que ils reprennent trop vite et ils se Ouais, claquent. c'est ça. Parce que moi, il m'a dit doucement, Faut juste pas reprendre ouais, direct à c'est ça. intensité de match, quoi. Ouais, c'est ça. Je reprenais tranquillement, intensité de match. Puis, au fait, au fur et à mesure, bon, j'avais fini ma réduc en 7 mois, mais je faisais toujours des séances de kiné, tu vois, une fois par Ouais, semaine pour ouais. regarder comment on évolue. Donc, on faisait toujours des tests ISO à chaque fois pour regarder, juste parce que j'ai un très bon ratio. Ok. Donc, on fait ça pendant peut-être 2, 3 mois. Et donc, au final, ça fait quoi, 10 mois? En 10 mois, j'étais super bien. Et sur le plan athlétique et sur le plan motricité, je pouvais tout faire. Je Ok. fais des trucs que je pouvais pas faire avant. Par exemple, être assis, enfin, être, par exemple, je vous montre l'exercice. Par exemple, être sur mes genoux et me mettre Ouais, un peu en arrière, en vraiment comme extension. ça, je pouvais pas le faire. Et Ouais. maintenant, je peux le faire tranquillement. Ok, ouais. Et même le Nordic curl, Ouais. pour les ischios, donc l'exercice inverse, donc mes ischios, je suis assis à genoux et je vais Ouais, vers l'avant. bloqué. Je pouvais pas le faire et je peux le faire tranquillement maintenant. Limite, tu me tiens pas les chevilles, tu me mets juste une petite cale, je peux descendre et remonter. Et Ouais, vraiment ça, je ça, pense, et j'ai ouais, pareil, débloqué c'est. des skills avec les croisés entre guillemets. Donc Ouais, c'est ça. Et puis aussi, comme tu dis, tu t'investis plus dans ton entraînement parce que, entre guillemets, t'as que ça à faire. ouais, Et du coup, tu progresses, bah, physiquement sur ce c'est genre de ça. trucs-là. Ouais. Et après, bah, ça te débloque de la résistance aux blessures. Et C'est après, ça. C'est ouais. ça, et j'étais meilleur athlétiquement que tout l'ensemble de mon effectif qui Mm. s'entraînait toute l'année. Donc, mon coach, il me dit, attends, est-ce que toi, t'es sûr que tu t'es fait des croisés? Parce que tu reviens, et tu vois, t'as pas Ouais. peur, tu vas au contact, tu fais tout ce que tu veux, Ouais, et limite, ils sont tellement pas habitués à voir quelqu'un qui récupère vraiment de sa c'est blessure ça. que ça les choque de voir que tu peux revenir plus fort de ta C'est blessure, ça. quoi. Et moi, je voulais Ouais. jouer, et le coach, il voulait pas. Il dit, non, tu viens de revenir. Mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, je me sens Ouais, bien, tu et t'en j'ai capable et, l'autorisation. ouais. Et il dit, il voulait pas parce qu'il avait peur, il pensait que les croisés, bah, tu vois, tu te fais ça, c'est fini, tu vois. Ouais, ouais. Genre, tu dois jouer à un niveau plus bas. Et j'ai, non, j'étais super bien. Et Ouais, alors limite, qu'au final, si t'as bien fait ta rééducation, etc., il n'y a pas de raison c'est que ça. ça repète. Enfin, Ma rééducation et ma réathlétisation, tu ouais, c'est vois. ça. Et moi, quand je voyais les autres jouer, quand j'étais sur le terrain, moi, je les voyais au ralenti. Genre, en fait, je les voyais au ralenti et moi, j'allais plus vite. Je me dis, mais attends, il y a un truc, il n'y a pas. Moi, je vais beaucoup trop vite, ou eux sont pas au niveau, ou tu vois, Hmm. Ouais, tu sens un je décalage. suis Ouais. en un décalage. Et après, il y a aussi l'imagerie mentale à prendre en compte. Donc, moi, pendant ma blessure, je me visualisais en train de voir tous mes gestes liés à l'activité Hmm. dans ma tête avant de les faire pour la première fois. Ok. Donc, par exemple, la première fois que j'ai tiré, je savais déjà tirer parce que pendant toute cette période-là, je m'imaginais dans Ouais, ma tu tête mentalises un peu. comment je faisais mes gestes de tir. Donc, j'ai fait ça, que Ouais. j'avais rien perdu. Ouais, moi ça, bah, avec le talon, ça me faisait pareil. Bah, je regardais beaucoup de vidéos d'escalade, du coup, forcément, parce que j'étais devant l'ordi, je faisais que ça. Et bah, juste le fait de voir des gens pratiquer, il y a un peu une sorte de mimétisme où vous allez quand même conserver un peu votre technique, votre gestuelle, etc. Donc ouais, ça peut être hyper intéressant de ce point de vue-là. Et il y a ça. Et moi, pour finir avec les blessures, je pense qu'il faut vraiment avoir un entourage sain, vraiment beaucoup travailler à côté, genre avoir un bon staff médical, vraiment, qui vont pas dire, qui vont pas chercher à, juste à vous prendre de l'argent, Ouais, qui vont vraiment vous booster parce que pour le kiné, le fait qu'il vous a remis bien, bah, ça lui fait une réputation parce que vous en parlez à vos proches que ouais, oui, c'est ce ça. kiné-là, il est top. Lui, il va avoir une satisfaction parce qu'il va dire que cette personne-là, Elle a vraiment elle a récupéré vraiment grâce à son récupéré, voilà, travail et grâce à tout. son travail. Ouais, Donc c'est pareil aussi pour le préparateur physique, hein. ouais, Si vous voyez un athlète performer, vous allez être content parce qu'il performe grâce à votre programmation. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment la sphère, la relation kiné athlète ou kiné préparateur physique, elle est très importante pour. ouais. Puis pour revenir à cette histoire de ouais, prendre de l'argent, bah, par exemple, je sais qu'en tant que coach, je vais être beaucoup plus satisfait que quelqu'un prenne que 3 mois de coaching, mais qu'il ait progressé de fou en 3 mois et qu'il aille dire à tous ses potes, bon bah ouais, j'ai progressé de fou pendant 3 mois, etc. Et peut-être que ça va me ramener 3 à 4 personnes, que quelqu'un que je vais essayer entre guillemets de garder pendant 6 mois, mais qui va un peu progresser moins vite parce que je vais en garder un peu en réserve et qui au final bah, va pas être satisfait de sa progression, etc. Et qui après entre guillemets va faire de la mauvaise pub. Et ça, ouais, je pense que c'est hyper Voilà, ça important c'est super important, hein. de qu'il y ait ce truc-là du professionnel qui veut vraiment faire son travail du mieux possible pour que tu atteignes ton potentiel. Ouais, c'est C'est hyper. ça. Parce que là, par exemple, j'ai un cas je suis sur une réathlétisation d'un tendon d'Achille qui a sauté mon l'année dernière, et là, je suis vraiment sorti réathlétisation. Et là, chaque séance, vraiment, et avec la tête que j'ai, je vois son évolution, je vois son ressenti, et je vois qu'il progresse. Donc, Vraiment, parce qu'il a vraiment jamais fait de ouais, puis salle. tu lui fais un vrai suivi Voilà, c'est ça, vraiment un suivi de sur. A à Z. Donc, par exemple, je sais à quelle heure il a dormi, je sais à quelle heure il a mangé. Donc, en fonction de ça, l'entraînement va peut-être changer. Ouais, S'il me dit qu'il est fatigué, on va réduire les trucs. ouais, vraiment individualisation à Vraiment, c'est fond. Et... vraiment à fond. Vraiment, j'ai toutes les données. C'est vraiment je dirais presque du flicage, mais j'ai tout. Ouais, c'est ça aussi. Bah moi, c'est
moi, tu vois, je vais pas jusqu'à ce degré de personnalisation. Je regarde pas, par exemple, les heures de repas, etc. En fait, ça, je vais juste donner des grandes lignes aux athlètes. Je vais leur dire, bon, bah, par exemple, c'est optimal de manger 2 à 3 heures avant sa séance. Enfin, en gros, je vais leur dire, c'est optimal de faire ceci, cela, mais je vais pas aller vraiment vérifier s'ils le font, sauf si bah, ça va pas progresser. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi ça progresse pas. Ouais, Et du coup, bah, vraiment avoir ce feedback derrière et ce levier en fait qui est encore disponible. Parce que du coup, si tu progresses sans optimiser ça, le jour où tu vas vraiment l'optimiser, tu vas débloquer un nouveau palier de progression, etc. Et bah ouais, pour moi, je pense que c'est une histoire de levier de progression, comme l'histoire des calories que tu manges et des calories que tu brûles avec ton cardio par rapport à la sèche. Bah si dès le début tu fais max de cardio et que tu cut tes calories à fond dès le début, bah tu vas très vite perdre, mais après tu atteins un plateau et tu n'as plus de levier en fait pour augmenter ta perte. c'est ça. Du coup, bah, tu stagnes ou voire même tu régresses. Et donc ouais, c'est toujours cette histoire de progressivité, etc. Donc Donc moi je dis, ouais, pour rajouter, c'est la relation de confiance vraiment entre le coach et l'athlète. C'est vraiment ça qui va ouais, faire qu'on va progresser ou non. Si vous faites confiance tous les deux, bah il n'y a pas de raison pour qu'on progresse pas. ouais, c'est ça. Et puis aussi dans la confiance, il y a cette histoire de feedback où bah, il faut vraiment que l'athlète dise les choses, qui sent bien, qui sent pas bien. Je sais pas, par exemple, tu vas lui mettre un nouvel exercice et ça lui fait des douleurs ou il n'arrive pas à le faire ou il n'aime pas l'exercice. Bah, des fois, il y a des athlètes, ils vont pas te dire qu'ils aiment pas l'exercice, ils vont se forcer à le faire et ça va les dégoûter du programme et après enfin, ils vont arrêter, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est rare, mais ça peut arriver. Il y a même des fois l'effet inverse. Moi, ça m'est jamais arrivé perso, mais je sais que c'est déjà arrivé à certains autres coachs de, par exemple, mettre des abdos en fin de séance et les gens ne faisaient juste pas les abdos, tu vois. Genre, en gros, ils skippaient complètement les abdos, mais ils disaient qu'ils les faisaient, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pareil, ça gâche complètement bah, la relation coach-athlète. Et si tu m'écris sur le programme que tu as fait tes abdos, alors qu'en réalité, tu les as pas fait, bah, tu te mens juste à toi-même et c'est toi qui vas pas progresser, tu vois. Donc, enfin, ça m'est jamais arrivé perso. Enfin, ou peut-être que je le sais pas. Mais ouais, je sais que ça c'est arrivé à un ou deux collègues et c'était assez marrant quand ils m'ont dit. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais du coup, comment t'as su, etc. Ils m'ont dit, ah bah ouais, mais il y a un mec qui l'a croisé à la salle, machin et tout. Ouais, tiens, j'ai une Ouais, anecdote assez drôle par rapport à ça. J'avais une athlète aussi que je coachais par rapport au croisé. C'était son deuxième croisé, je crois, ouais. C'est son même genou en plus, c'est ce qui est rare. ouais. Et je faisais un suivi donc chaque semaine, donc chaque jour, elle me donnait genre, comment c'était entraîné, si elle avait bien mangé, si elle avait bien fait ses entraînements, si elle s'était bien échauffée, voilà, Mm. tout ça. Il y a un facteur limitant. Je me suis dit, son facteur limitant, elle, c'était de traîner après les entraînements. Donc, en gros, elle restait à la salle un peu à rien faire. Enfin, après son entraînement en club, donc, tu vois, elle traînait, donc ça fait qu'elle dormait super tard par la Ok, suite. ouais. Ouais, elle gâchait sa Voilà, c'est récupération ça. parce que. Ok, ouais. Donc, il y a un jour, je lui ai dit, abdos, tu vois, j'envoie tous les exercices en vidéo, je dis, tu fais tout ça en abdos. Et il y a un jour, je lui ai dit, est-ce que tu as fait les abdos? Il me fait, ouais, ouais, t'es sûr. Et donc, moi, je l'ai appelé, je dis, bah, écoute, t'es à la salle, tu me filmes les abdos que tu fais. Mm. Et pour ça, je vérifie si tu les as bien fait. Donc, déjà, j'ai vérifié. Bon, elle les a bien fait. Il n'y avait pas d'histoire de, ah, je sais Ouais. pas comment positionner. Il y a juste un exercice qu'elle a pas fait, c'est la roue à abdos, tu vois. Je me dis, Ok. bon, ça va peut-être skipper, mais c'est pas grave. Quand elle a fait le Ouais, reste, si elle voilà. fait tout le reste, Voilà, ok. c'est Ouais. bon. On va passer à la partie réponse aux questions. Donc la première question qu'on a eue, c'est la mobilité. Est-ce qu'il faut la faire avant ou après la séance et pourquoi? C'est quoi ton avis là-dessus? Du coup, donc là, on parle vraiment de la mobilité, renforcement musculaire en fin d'amplitude. Bah, pour moi, la mobilité, je la fais avant la séance. Voilà, c'est ce qui va me permettre d'être bien pour faire mes exercices. Par exemple, si je dois faire une traction complète ou un développé couché complet, clean, Ouais, voilà, pour moi, c'est avant. Puis ça peut se faire aussi après la séance, mais je dirais le mieux de le faire avant. ouais. Bah, tu vois, moi, je dirais par exemple que ça peut se faire bah, avant la séance de préparation physique. Donc, comme tu dis, pour débloquer certaines Ouais, c'est amplitudes, ça. etc. Donc, par exemple, en escalade, une séance antagoniste, donc là où on va travailler, on va dire les épaules, les triceps et les pecs, faire des rotations articulaires contrôlées de l'épaule, ça va être hyper intéressant pour vraiment déverrouiller cette zone-là et avoir accès à des amplitudes auxquelles on n'a pas accès. Euh, donc, on peut faire tout ce qui est rotation articulaire contrôlée en échauffement pour une séance de prépa physique. Pour ce qui est vraiment mobilité, donc développement de la mobilité, donc par exemple, moi, je vais prendre l'exemple, je sais pas si tu connais un peu tout ce qui est FRC, Ouais, FRC, ouais, exo, Functional c'est Range, ça, ouais, ouais. voilà. Et du coup, bah, tout ce qui va être par exemple les Pales Rails, Ouais. euh, bah, par exemple, ça, on peut le faire directement en premier exercice dans la séance de prépa physique, après l'échauffement, pour avoir vraiment le plus de nerveux disponible pour vraiment mettre de la force sur ce truc-là. Euh, et je dirais que ça peut aussi se faire en fin de séance de sport, seulement si c'est pas spécifique à la séance que tu viens de faire. Je prends un exemple pour illustrer.
Par exemple, faire de la mobilité vraiment. Donc, par exemple, ça va être, je sais pas, par exemple, des levées de jambes comme ça au-dessus d'un bloc pour la mobilité du psoas, par exemple, en fin de séance d'escalade. Ça peut être productif si vous n'avez pas le temps de le faire ailleurs dans votre semaine, parce que à la fin de votre séance d'escalade, vos jambes ne seront pas forcément très fatiguées et peut-être que vous aurez encore les ressources pour faire la mobilité à ce moment-là. Donc moi, personnellement, je dirais dans 90% des cas, mobilité, soit en échauffement avec des rotations articulaires Ouais. contrôlées, soit en exercice direct après l'échauffement, donc tout ce qui va être Pell's Rails, des lift-off, etc. Donc direct en premier exercice de prépa physique. Et vraiment, si vous n'avez pas le temps dans la semaine, mais que vous sentez que c'est utile de rajouter de la mobilité, ça peut se faire aussi en fin de séance de sport, mais ça dépend du sport. Donc là, pour l'escalade, par exemple, les jambes, ça s'y prête bien. Mais par exemple, après une séance de basket, je pense que ce serait pas du tout productif. Non, Je sais pas ce que tu en penses du coup, toi, non, de ce pour une point de séance vue. de basket, non. Ok. Même haut du corps, non. Parce qu'on a shooté, on Ouais. a fait tout ça. Ouais, donc toi, vraiment, c'est début de séance. Moi, vraiment, début de Ouais. séance par rapport à, ouais, au sport, au surco, ouais, vraiment Ouais, début de pareil, séance. ouais, je suis du même avis. Ouais, c'est juste 90% des cas. Ok. Donc, question suivante. On m'a posé la question de comment gérer une scoliose avec l'entraînement. Et donc là, du coup, donc c'est une personne qui fait du renfo et de l'escalade. Ouais. Donc moi, du coup, bah, je vais commencer par répondre. Après, tu me diras ce que tu en penses, etc. Euh, donc par rapport à la scoliose, je me suis un petit peu renseigné du coup quand j'ai vu la question. Ça va dépendre de la sévérité de votre scoliose. Mais là, j'ai l'impression que pour cette personne, c'était une scoliose assez légère, on va dire, donc qui ne l'empêche pas de faire du sport ou certains mouvements, mais qui, si on n'en fait pas attention, ça peut s'empirer, Ouais, c'est etc. ça. Tu vois. Donc moi, ce que je conseillerais à cette personne, c'est d'intégrer ce qu'on vient de dire, donc tout le travail de mobilité, que ce soit des rotations articulaires contrôlées de la colonne vertébrale. Donc souvent, c'est un exercice où en fait, on va se mettre en position à genoux au sol, on va venir enrouler la colonne comme ça et faire Faire des vraiment des cercles. rotations, etc. Donc on vous mettra donc des liens en description, etc. pour tous les exercices. Mais en gros, par exemple, intégrer des rotations articulaires contrôlées de la colonne en échauffement, intégrer du travail de mobilité vraiment en extension complète ou en flexion Flexion complète, complète. etc. Euh, en prépa physique, donc avant la séance d'escalade, ou sur des jours où la personne ne va pas faire d'escalade. Donc voilà, ça je pense c'est vraiment le principal. Ensuite, faire du renforcement des muscles érecteurs du Du rachis. rachis. Donc là, moi, les exercices que je recommanderais, ça va être tout ce qui est variante de soulevé de terre. Enfin, par exemple, jambes tendues, soulevé de terre, jambes tendues, mais où on va vraiment essayer de garder le dos droit avec un gros travail d'extension en isométrie sur les lombaires. Ça va être aussi, pour travailler plus en excentrique concentrique, le Jefferson Curl. Du Jefferson curl. Très bon Ouais. exercice. Après, ça dépend du degré de scoliose. Je le répète parce que si vous avez une scoliose énorme, ça peut empirer la chose. Donc, il faut pas, faut vraiment. Là, je pense si vous avez une très grosse scoliose, allez voir vraiment un spécialiste. Mais si quelqu'un avait une scoliose et venez me voir, moi, c'est ce que je conseillerais, on va dire. Donc, de faire vraiment du soulevé de terre en renforcement, donc en appliquant la surcharge progressive, donc en commençant très doucement et en augmentant les charges au fur et à mesure. Euh, du Jefferson Curl pour, on va dire, travailler la souplesse de la colonne, mais aussi la mobilité, parce que du coup, tu vas être fort un peu dans toutes les amplitudes de la colonne. Et aussi l'exercice où on a les lombaires qui sont maintenus, je sais plus comment il s'appelle cet exercice, Extension mais lombaire ouais, avec extension lombaire, mais en isométrie. en isométrie. Donc c'est l'exercice où vous avez, on vous mettra peut-être des images, où vous avez la jambe qui est bloquée par la machine, vous êtes un peu allongé au-dessus du sol, et donc vous avez les lombaires qui travaillent en isométrie. Et ça, on peut aussi le travailler en excentrique concentrique, donc en faisant des répétitions. On peut aussi rajouter du lest, donc en prenant un disque de muscu qu'on va venir plaquer comme ça contre En les pecs. poitrine. Ouais. Donc je pense que c'est on va dire trois bons exercices à intégrer dans son programme. Et vraiment pour la partie escalade en elle-même, je déconseillerais juste à cette personne de faire des chutes hautes quand elle peut les éviter. Donc c'est-à-dire quand vous allez arriver en haut des blocs, euh, ayez tendance à vouloir désescalader. Donc souvent dans les salles, il y a des bacs pour désescalader. Donc pour éviter du coup tout ce qui est choc au niveau de la colonne. Et voilà, ça c'est plus dans une optique de longévité. Je sais pas si tu as des trucs un peu à rajouter en Alors termes moi, de je dirais aussi conseils. faire de la natation pour la scoliose. Ouais, C'est très bon hyper moyen intéressant. Ouais, pour muscler le dos. Puis de toute façon, l'eau c'est doux, donc ouais, il n'y a pas de choc, voilà, il n'y a pas de etc. choc. C'est ouais, pour son cardio par exemple. Aussi, Cette personne-là, si elle veut faire du cardio, c'est beaucoup plus productif de si de faire de la faire natation, natation que de la course à pied, par c'est exemple. ça. Ouais, carrément. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est hyper intéressant. Donc on va passer à la deuxième question, troisième question.
Euh, ta routine upper body pour être aussi fort au lancer de javelot. On vous mettra la vidéo. On mettra la vidéo, pourquoi. Alors, ma routine upper body pour lancer le javelot. Tout d'abord, Rotation externe, non? rotation externe Ouais. pour commencer. Et rotation interne. Ensuite, rotation interne. Donc, Madame Dupuis, notre enseignante en STAPS, vous fait une petite démo, donc vous suivez ce qu'elle fait. Ensuite, vous ne vous échauffez pas. Et après, vous avez peur. Si vous avez peur, comme moi, parce que j'avais eu question d'épaule à l'époque, donc vous lancez pas votre épaule, Ouais. et vous lancez juste votre bras. Et après, bah, avec le javelot, bah, votre bras il va se casser un peu, et donc Ouais. ça fait comme ça, et le javelot va pas partir. Il va partir comme si vous lanciez un bâton ou une fléchette. Voilà, elle a la routine upper body pour lancer le javelot. Non, bien évidemment, non, c'est pas ça. En vrai, C'était une question. c'était une Ouais. question, c'était une blague. Bon. C'était une blague, mais c'était quand même marrant de la placer parce qu'il y a un petit passif derrière. Du coup, on revient sur une question un peu plus sérieuse. Donc, on m'a demandé de parler d'un créateur de contenu qui s'appelle Knees Over Toes, donc les genoux au-delà des orteils, par rapport à tout ce qui est descente au squat, etc. Est-ce que c'est une bonne référence pour la prévention des blessures? Donc moi personnellement, du coup, j'ai regardé le contenu suite à cette question, je ne le connaissais pas avant. Et donc en vrai, je suis complètement d'accord avec tous les concepts qu'il aborde. Il se focalise surtout sur cette notion de intégrer la mobilité dans les séances de renfort. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, il va conseiller de faire des split squats lestés. Yeah. Tu vois, par exemple, il va faire vraiment des split squats où il va chercher vraiment beaucoup d'amplitude. Je sais pas, il va être genre comme ça, mais il va le faire, tu vois, lesté, je sais pas, par exemple, avec une barre de 60 sur le dos. Il va faire, par exemple, du Jefferson curl, des trucs comme ça. Vraiment développer cet aspect mobilité dans des amplitudes extrêmes dans votre entraînement. Et moi, je suis carrément client de ce genre d'entraînement parce que pour l'escalade, surtout pour les épaules, j'avais dans ma routine beaucoup d'exercices comme on mettra un peu les vidéos au montage, mais des exercices comme ça s'appelle le skin the cat, c'est quand on fait des sortes de rotations autour des anneaux, on s'enroule et on vient vraiment étirer les biceps et les épaules en position basse. Je sais pas si tu vois. C'est- En fait, tu sais, t'es aux anneaux, tu Ouais. t'enroules et en fait, la position où tu arrives à la fin, t'es un peu comme Ah, ça c'est bon, avec les ouais, deux je vois, bras. c'est bon, je vois Et quel je type crois de que ça position. s'appelle aussi des German rotation ou je sais pas quoi. Mais je sais que ça a plusieurs noms. Je vois quel type Mais, de mouvement c'est. ouais, mais du coup, voilà, moi, je faisais par exemple beaucoup de ce genre d'exercice pendant un moment. Ça m'avait vraiment débloqué une mobilité d'épaule incroyable. Je faisais aussi pas mal de traction nuque, mais où vraiment je venais verrouiller la barre de traction derrière la nuque, Oui. tu vois. Et ça, vraiment pareil, grosse mobilité d'épaule. Du coup, j'arrive à vraiment verrouiller fort sur les épaules. Je faisais du développé militaire aussi, mais en développé nuque, mais vraiment où je descendais limite la barre comme si tu faisais un squat low bar, Ouais. et je faisais vraiment développé militaire, du coup comme ça. Bon après forcément si t'as pas la flexion d'épaule, bah tu vas développer comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais du coup j'avais une très bonne flexion d'épaule grâce à ça. Je pouvais vraiment développer genre tout droit avec la barre qui était vraiment derrière la nuque. Donc ouais, c'est vraiment reprendre ces concepts-là et les appliquer au haut du corps. Je sais pas si tu connais du coup toi, mais je pense que Mais t'es un peu du même avis. ouais, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, quand pour ma rééducation par rapport au croisé, je travaillais vraiment en amplitude extrême sur plein de mouvements. Donc, par exemple, mon split squat, j'allais vraiment très loin. Limite, il y a mon ischio qui touche ma jambe. Et non, c'est vraiment génial. Puis après, il y a aussi le fait, par exemple, pour travailler les ischios, on peut être attaché à un sled et le tracter en marche arrière, Ouais. ou être tapis sur un tapis incliné, ben, pour faire des marches arrière, ou en descente. C'est des descentes assez raides, on les monte en marche arrière. Ouais. Vraiment, tout cet aspect-là, c'est génial. J'aime bien ce. Ouais, ça revient un peu à ce que tu disais au tout début du podcast sur tout ce qui est excentrique C'est ça. pour les tendons, etc. Donc ouais, franchement, c'est validé à 100%. On va passer aux questions, enfin mes questions que j'ai. Alors, la première, c'est comment tu fais pour être aussi sec toute l'année? Bon, alors, ça va être très simple. C'est très simple, aussi très compliqué. Bah, faut savoir que je traque toutes les calories, donc je sais ce que je mange le matin et je sais ce que je vais manger dans la journée et j'évite comment on appelle ça, de grignoter. Genre, par exemple, des fois, il y a des potes, ils peuvent me dire, hey, je veux pas, je sais pas moi, du pain avec l'avocat à ce moment-là. Et je te dis non, parce que j'ai déjà mangé, j'ai déjà planifié Ouais. ce que je vais manger. Vraiment, tout est planifié de toute la journée, de A à Z. Il y a des écarts, bien évidemment, mais ils sont déjà placés dans la semaine. Ouais, puis souvent c'est des écarts où tu comptes tes calories pour t'autoriser un ou deux écarts C'est dans la ça, semaine c'est limite. ça. Ouais. Enfin, j'ai des écarts par jour même. J'ai même pas des écarts dans la semaine, c'est des écarts par Ouais. jour. Parce que, Oui, enfin tu ouais, gardes toujours un petit aliment plaisir ou un voilà, c'est truc. ça. Donc, je fais 80% bien et Ouais. 20% plaisir chaque jour. Pour pas Ouais. que ce soit frustrant et je trouve que c'est même Ouais. mieux. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, il y en a, ils font un cheat meal et la balance, elle, bah, elle explose. Donc, ça fait que le samedi, par exemple, quand ils font leur cheat,
bah, ils ont roulé toute la semaine, Ouais, entre ouais. guillemets, parce que Et après, enfin, pour le cheat meal, t'as un peu aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que bah, tu vas avoir ton poids qui monte sur la c'est balance, ça. et du coup, le lendemain, tu vas rien manger, et du coup, en fait, au final, t'as perdu 2 jours de nutrition, entre Mm, guillemets, parce que bah, t'as fait un excès que t'aurais pas dû faire, ou que, enfin, ou alors si tu t'étais pas pesé et que t'étais juste resté dans l'aspect bah, plaisir de ce truc-là, bah, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Ouais, carrément. c'est ça. Ah, Donc, c'est- bah, il y a déjà ça, donc je traque les calories. Puis, bah, je suis en déficit calorique. Voilà, donc je dépense plus d'énergie que j'en consomme. Donc, j'ai des Mm. entraînements par jour, entre guillemets, 4 fois par semaine. Donc, ça fait que bah, c'est assez Ouais, facile. ça fait une grosse dépense, ouais. Ça fait une grosse dépense et mon quota de protéines il est déjà élevé. Donc, voilà. Ouais. Ouais, je Donc, suis bah, juste, ouais, traquer ses calories, manger protéiné, et voilà, après, il n'y a pas de secret, des hein. bonnes protéines, Ouais. pas des protéines marketing, yaourt. Je vais pas dire la marque, mais je pense que vous devez savoir. Ils mettent 16 grammes de protéines avec une liste d'additifs Ouais. assez énorme. Bah, ça sauve la vie de temps en temps, Ouais, mais ouais, je suis voilà, c'est pareil, ça. je suis pas fan. Mais je sais quoi, quand je suis en déplacement ou ce genre de truc, ça sauve la vie quand t'as pas ta whey ou ce genre de truc. Mais ouais, c'est toujours mieux de prendre ça que genre aller au McDo pour prendre un Bah, double cheese, voilà, tu c'est vois, mais ça. carrément. Donc, deuxième question, quels sont tes surnoms? Bon, il y en a plusieurs et ça dépend des personnes. Donc, par exemple, j'ai deux potes à moi, Mathias et Harmonie. Eux, ils m'appellent chef. Donc, chef, pourquoi? Enfin, au Comme au grec, début, quoi. voilà, comme au grec. Tu vois, pour moi, chef, c'est l'épicier Ouais, sur ouais, Paris qui t'amène ouais, son coca quand tu dépannes, ou le gars du grec. ouais. Et eux, ils se disent chef, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, dans le sport, je suis vraiment focus, sérieux, genre, je suis un chef. Genre, je suis vraiment appliqué, chef, chef, chef. Ouais, faut que ce soit bien fait. Voilà, bien fait, toujours à chaque fois. Donc, voilà, chef. Et que je réussis souvent mes mouvements et mes exercices, des fois, quand ils sont un peu chauds, ils disent, ah ouais, t'es chaud quand même, mais t'es un chef. Donc, tu vois, c'est chef. Et au début, je le prenais mal, mais je le prends bien maintenant. Il y a Air Max, ça, c'était au hand. Donc, quand j'étais plus jeune, il y a un match, il y a une photo. Donc, moi, je saute et j'ai les pieds qui sont au niveau de la tête d'un joueur adverse. Mais, tu vois, c'était plus relativement petit donc, par rapport à mon jump. Donc, Air Max. Donc, Air pour le jump Ouais, et Max pour mon nom. Donc, après aussi, c'est le modèle de chaussures de ouais. Nike, Air Max. Donc, voilà, c'est resté là. Il y a aussi le croqueur, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a des actions où, des fois, au hand, il suffit juste que je dribble et que je vois que je peux marquer des buts assez facilement. Donc, je vais vraiment dribbler, je vais faire tout le terrain, peut-être tout le terrain de sol ou tout le demi-terrain de sol. Et j'ai toujours tiré, tiré, tiré pour marquer. Des fois, ça rentre, des fois, ça passe pas. Ouais. Puis, puis après, il y en a qui disent CR7 ou mini CR7 ou CR7 Junior Parce que le su. parce que voilà, il y a déjà ça, le su, il y a les abdos et le fait que je m'entraîne beaucoup et bah, que je Ouais, suis puis aussi sec je pense aussi. que c'est une bonne influence aussi, tu vois. Ouais, Enfin, ça motive, ouais, voilà. ça te donne pas forcément un objectif, mais ça te donne une sorte d'idéal Voilà, c'est à ça. atteindre. Alors Ouais, voilà, c'est pour son carrément. dévouement et son professionnalisme. Ouais, Puis la question qui vient juste derrière, c'est comment Cristiano Ronaldo m'a influencé? Bah, en fait, lui, c'est par rapport à son dévouement et son professionnalisme et sa longévité dans le sport. ouais. Le fait que le mec, il a toujours 38 Ça, ans, c'est hyper important, je il trouve. va claquer encore des 35 et 40 buts par saison. Ouais. Parce que ouais, c'est entre guillemets, c'est facile d'être, enfin, c'est facile entre guillemets d'être fort pendant 1 ou 2 saisons et après de disparaître parce que tu vas être blessé de partout, C'est etc. ça, Mais les athlètes qui arrivent à durer dans le temps comme ça, bah, même s'ils sont entre guillemets, bah après je pense que c'est pas le cas de Cristiano Ronaldo, mais même s'ils sont un peu moins forts que les autres c'est entre ça. guillemets au global, bah, s'il arrive à faire sa carrière pro pendant 10 ans de plus que le mec qui était plus fort que lui pendant une saison, bah, au final ça C'est va lui qui être a un gagné. meilleur Voilà, c'est athlète. ça, c'est Donc lui qui a gagné. ouais, c'est ça. Et je pense le but de la plupart des personnes, c'est de réussir à pratiquer leur sport pendant le plus longtemps possible Possible. sans se blesser, etc. Donc je pense de ce point de vue-là, c'est ouais, c'est un peu exemplaire ce qu'il a mis en Ouais, et place. surtout lui, il a eu enfin, il a eu une vraie blessure dans sa carrière. Enfin, c'est même pas une blessure, je dirais, c'est une maladie, c'est une pathologie, c'est une tendinose Ouais, sur un de ce genou. Voilà, donc ça va se dégénérer avec le temps, mais il est encore là. Il a 20 ans de carrière, plus ouais, de 1000 matchs, et presque bientôt la barre des 1000 buts. ouais. Ah, Bah moi je sais que je suis moins, enfin je regarde beaucoup moins le foot, etc. Mais ouais, c'est quand même des sportifs où tu connais un peu ce qu'ils font, tu vois un peu leur mentalité, etc. Et c'est inspirant, ouais, c'est carrément. ça. Puis, autre question, comment être rigoureux dans le sport? Ben, pour moi, être rigoureux dans le sport, faut se fixer des buts et des objectifs. Parce que si tu fais du Hyper sport et important, t'as ouais. pas de but et t'as pas d'objectif, ben, tu vas vite arrêter et tu pourras pas être rigoureux. Si tu me C'est dis, ça. moi, je vais être champion du monde, je sais pas moi, de MMA, bah, je vais me fixer tous les objectifs, enfin des buts et des objectifs, donc mon court, moyen, long terme, pour Ouais. atteindre mon but. Ouais, c'est ça. Et c'est ça Et qui puis va ça m'aider. conditionne toute Voilà, c'est ta ça. progression. Tu vas participer à telle compétition parce que ça permet de te qualifier à telle compétition, etc. Tu vas voir ta progression. Et même si l'objectif il paraît ambitieux, c'est important
enfin, c'est important d'avoir un objectif ambitieux, mais il faut que ça reste réaliste. Réalisable. Dans le sens où, imaginons, moi, j'ai commencé l'escalade quand j'avais 18 ans. Bah, c'est pas imaginons, c'est réel. Bah, je sais que même si je m'entraîne corps et âme euh, comme un athlète de haut niveau, je serai jamais un athlète de haut niveau. Parce que j'ai commencé trop tard comparé à ceux qui sont dans la même catégorie, à cet âge-là, etc. Et en fait, c'est juste, il y a des trucs comme ça où tu sais que c'est pas possible, faut juste l'accepter, mais quand même essayer de tendre vers ce truc-là, tu vois. Genre, je sais que c'est pas possible sur le papier, mais si je mets tout en place et que je m'en approche, bah, je serai quand même hyper content de moi, Voilà, tu vois. satisfait. Ouais. C'est-à-dire que je vais pas vivre ça comme un échec de pas réussir à être un athlète de haut niveau, mais je serais hyper content d'avoir fait tout le chemin pour faire comme si je voulais en devenir un, tu vois. Et au final, même si c'est pas mon objectif personnel d'être un athlète de haut niveau, ça peut en motiver certains, surtout quand ils sont jeunes, de se dire bon bah voilà, je veux être athlète de haut niveau et d'avoir vraiment des objectifs très précis. Tu vois, bah tu sais que pour être athlète de haut niveau, je sais pas en NBA, faut faire telle taille, sauter de telle distance. Bah si tu fais 1m80 et que tu sautes à 1 mètre de détente verticale, enfin j'ai pas trop de référence Ouais. pour la détente verticale, mais enfin tu sais que ça va pas être possible, tu vois, d'être en NBA par exemple. Mais tu peux te dire bon bah voilà, mes statistiques c'est ça, peut-être qu'arriver à un niveau national ou Ouais, je tu sais peux pas, te c'est rapprocher. Ouais, possible, ouais. ouais, exactement. Et après, bah, quitte à performer au niveau national, peut-être que ça peut être quelque chose qui va vous plaire. Mais ouais, vraiment, je suis d'accord avec toi. Se fixer un Mhm. objectif, même si c'est juste un objectif de performance, je sais pas, je dis un truc au pif, par exemple, faire une barre à 100 kilos en développé couché, Ouais. bah, c'est un objectif très précis que vous allez pouvoir Mesurer dans le temps. ouais, mesurer dans le temps. Et je trouve le truc qui est hyper important par rapport à la fixation d'objectifs, c'est qu'il y a la notion de temporalité C'est dedans. ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre objectif ce soit devenir athlète de haut niveau. Oui, mais devenir athlète de haut niveau quand? C'est dans 5 ans, dans 10 ans, par exemple, pareil pour le développé couché, avoir une barre à 100 kg au développé couché. Oui, mais dans combien de temps? Dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans. Et ça, c'est hyper important parce que ça va conditionner tout votre programme en fait par rapport à votre objectif. Et donc du coup, bah, si vous avez des dates précises, même si l'objectif est pas très précis, si par exemple vous avez juste l'objectif être en forme, enfin au top de ma forme physiquement parlant pour un sport, telle semaine, et ben là c'est hyper précis et là vous allez énormément progresser et vous allez vraiment voir la différence en termes d'état de forme que quelqu'un qui va se dire bah je veux juste progresser au global mais j'ai pas trop de dates, j'ai pas trop d'échéances machin et là du coup en général c'est beaucoup plus flou et si vous n'êtes pas encadré par un coach ou quoi, en général, vous allez vous perdre sur le chemin, quoi. C'est ça. Et pour être rigolo dans le sport, donc je vais prendre l'exemple de Jordan Zebo, qui a combattu récemment contre Cédric Doumbé il y a une semaine. Lui, son but, c'est d'être champion de l'UFC. Donc, il a pris le combat contre, il a accepté le combat contre Cédric Doumbé, voilà, qui a fait plus de 75 combats en kickboxing en pro, pour pouvoir se rapprocher de son but. Donc, il travaille toujours sur une corps et âme, comme il le dit si bien. Voilà, il gère son alimentation, il fait attention à tout. Mm. Et lui, son but, il n'y a pas de temporalité. Tu vois, on ne Ouais, sait pas quand il va être champion du UFC. mais en fait, Il, c'est tellement ancré en lui qu'il veut l'être un il veut jour et il l'être va et tout il faire pour s'investit, le. Ouais, c'est ça. il fait tout pour l'atteindre. Ouais, Au point d'accepter un combat dans une autre promotion c'est face ça. à un Mais adversaire parce qui qu'il est a... déjà dans la démarche, entre guillemets, d'athlète de haut C'est niveau, ça, tu il est vois. déjà Ouais, conditionné. c'est ça. Voilà, parce que Ouais. souvent, il y en a, ils sont pas conditionnés. Lui, il est déjà conditionné. Mais après, il est très jeune, il a 23 ans. Ouais, et puis, comme tu dis, dans ce cas-là précis, qu'il soit champion en 2025 ou en 2026, tant qu'il atteint son but, il sera satisfait de Voilà, c'est son ça. objectif, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Puis après, j'ai vu son interview post-combat, il disait que bah, il a accepté la défaite, donc il a dit qu'il a commis une erreur, voilà, qu'il voudrait une revanche. Il est passé à autre chose. Ouais. Voilà, Ouais, faut savoir avancer aussi. Faut voilà c'est pas ça. vivre les échecs. Enfin, Voilà, faut accepter les voilà, échecs faut et prendre les échecs voir ce qu'il y a comme de une étape positif. intermédiaire, Ouais, c'est voilà. ça. Faut prendre le positif. Faut se dire, ok, cette étape-là de mon objectif, j'ai pas été bon. Pourquoi j'ai pas été bon? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que souvent, il n'y a pas que du négatif à tirer. Il y a souvent aussi beaucoup de positifs. Donc ouais, c'est hyper intéressant comme point de vue. Ouais. Voilà. Donc Jordan, si tu as vu la vidéo, big up à toi. Donc, question suivante. T'es pas un peu fou de faire autant souffrir tes jambes avec tes sauts? Alors, je Ouais. suis pas fou. Mes genoux sont très bien renforcés, Ouais. que ça soit gauche comme droit. Et les sauts, je les fais en chaussettes, ce qu'il faut savoir. Donc, en chaussettes, bah, souvent, quand on tape les jambes à la salle, on est pieds nus Ouais. ou en chaussettes sur plate. Moi, je préfère être pieds nus parce que j'ai un meilleur ressenti. Ouais. Donc, quand je fais mes sauts, on va les faire en chaussures, mais je les fais pieds nus pour vraiment avoir la force réelle, pas de ce mec qui aide Ouais. C'est à ça. compenser Ouais. les sauts. Donc, sûrement, c'est mes pieds qui décollent. Voilà. Et la réception, des fois, ça fait mal. Donc, des fois, je me mets en hauteur, donc je descends, donc je fais un drop jump. Donc, des fois, je peux être à 1m10, 1m30.
je laisse tomber et je rebondis voilà, pour Ouais. voir mon niveau de force. Et vu que mes genoux sont bien renforcés, donc j'absorbe très bien le choc, donc ça ne me gêne pas de tomber cette hauteur-là sur mes deux jambes. J'essaie même sur une jambe par moment pour voir si voilà, il y a qu'on appelle ça, des instabilités ou autres. Ouais. Ça va très bien. Donc, mes genoux sont très bien renforcés et non, ils ne souffrent pas. Et je pense que c'est toujours une histoire de progressivité. T'as pas fait du jour au lendemain un drop jump à 1m30 à une jambe. Non, j'ai commencé à C'est, voilà, 0,75, exactement. Et 0,90. c'est toujours, vous voyez, entre guillemets, les meilleures performances des gens, parce que c'est ce qu'on montre sur les réseaux ou quoi, parce que, bah, on est fiers de ces performances-là. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on est arrivé à ces performances-là. Et on a adapté notre corps pour qu'il soit capable de subir cette contrainte. Et que du coup, bah, en fait, on devienne plus fort. Et si tu es capable d'encaisser un drop jump comme ça, bah, t'es pas en train de faire souffrir ton corps, tu es juste en train de le renforcer pour qu'après il puisse encaisser des contraintes encore plus Voilà, énormes. c'est ça. Et en fait, je pense que tant que l'exercice en lui-même, il reste bien pratiqué, donc je prends par exemple l'exemple du soulevé de terre dos rond, parce qu'il y en a qui vont dire, donc là je parle vraiment avec le bas du dos rond, sur du soulevé de terre lourd. Donc lourd, c'est supérieur à 75% de votre rep max. Bah ça, c'est hyper dangereux de le faire parce que sur le long terme, on sait que la biomécanique de la colonne vertébrale, c'est pas fait pour ça et vous allez terminer avec une hernie discale. C'est sûr à 99,9% de chance. Il y aura toujours une exception génétique, un mec qui est doué, etc., qui va s'en sortir sans. Mais 99,9% de la population, s'ils font cet exercice-là comme ça va pas passer. Par contre, pour tout ce qui est drop jump, etc., il n'y a pas de contre-indication biomécanique, si ce n'est que bah, du jour au lendemain, il ne faut pas passer de 0 à 2 mètres. Ah oui, c'est abusé. Là, Ouais. c'est sur Instagram, là. Tu vois, Ouais. il y a eu des étapes intermédiaires C'est et ça. voilà. Ouais, c'est ça. Puis il faut se dire aussi que bah, les performances de fou qu'on voit sur les réseaux, bah, souvent, c'est les athlètes qui sont élites dans cette discipline ou sur ce mouvement-là. Et donc, tu peux pas comparer avec toi, tu vois. Voilà, Enfin, c'est c'est pas ça. possible. C'est comme si tu te comparais à un pilote de Formule 1 alors que toi, tu as une Clio 2, tu vois. Enfin, tu peux pas C'est te pas, comparer, voilà, tu vois. c'est ça, c'est Ça n'a rien à incomparable. voir. Ok, c'est une voiture, mais c'est pas le même monde, quoi. Voilà, c'est ça. Puis, question suivante, comment être un sportif plus complet? Donc là, je vais répondre assez rapidement. Bah, pour être plus complet, déjà, il faut avoir la force. La force, c'est la base. Ouais. C'est ce qui va nous aider. Donc, être fort dans les membres supérieurs, être fort dans les membres inférieurs. Ça va être plus complet. Puis, avoir une très bonne base cardio, Ouais. voire même une excellente base cardio. Puis, voilà, on est déjà complet au niveau physiologique. Mm. Puis après, bah, être complet, bah, faut faire tout ce qui est à côté, hein, tout ce qui est spécifique à l'activité, tout ce qui est bah, réchauffement, routine, comment se mettre Ouais. en place. Je pense que ça passe aussi. Moi, je parle vraiment pour l'escalade là. Du coup, pour être complet en escalade, il faut vraiment analyser ses forces et ses faiblesses et plus travailler sur ses faiblesses que sur ses forces. C'est là où vous allez le plus progresser, avoir le plus de retour sur investissement en termes de temps passé à l'entraînement et de gains dans votre activité. Et ça passe aussi par la mise en place du travail de toutes les qualités annexes. Bah, on parlait de la souplesse, de la mobilité. Mobilité. Tu viens de parler du cardio. Vraiment, toutes ces qualités, en fait, elles se travaillent et peut-être que augmenter votre cardio de 25%, ça va vous faire augmenter votre performance dans votre sport de 50%. J'en sais rien, je dis des chiffres un peu au pif. Mais des fois, on sous-estime un peu l'impact que peuvent avoir certaines qualités physiques sur notre sport. Bah, en escalade, je pense par exemple à la souplesse. Je pense que quelqu'un qui est très très raide, il a beaucoup plus à gagner à faire de la souplesse et de la mobilité sur le bas du corps pour devenir beaucoup plus souple et mobile, pour avoir accès à des amplitudes qu'il n'avait pas et pour faire des mouvements du coup qu'il ne pouvait pas faire, que à faire des tractions pour compenser son manque de souplesse et de mobilité. Faire les deux, c'est encore mieux, mais à choisir, travailler sur vos points faibles, ce sera toujours la bonne solution pour devenir meilleur, je trouve. Voilà, donc pour finir ça, je dirais entretenir ses points forts Ouais. et développer ses points faibles. C'est Voilà, ça. c'est ça. Ça revient à ce qu'on disait un peu, tout ce qui est rappel de force, etc. Il faut entretenir ses points forts, il ne faut pas les oublier, il faut que ça reste des points forts, mais il faut tendre à ce que nos points faibles rattrapent nos points forts. Après, si c'est un vrai point faible, ça rattrapera jamais votre point fort, mais on peut toujours tendre à Voilà, l'améliorer. améliorer. Et ouais, Je dirais même pas sortir de sa zone de confort, mais plutôt élargir sa zone de confort. Voilà. ouais, c'est ça. Voilà, on va retenir ça, élargir sa zone de confort. Ouais, carrément. Alors, dernière question, c'est ma vision du sport avant et après Covid. Donc, bah, moi, je l'ai vu en partie en étant blessé et en étant en retour de blessure. Donc, ma vision du sport, je trouve que, par exemple, dans le handball, je trouve que ça a changé. Donc, avant le Covid, les niveaux, on voyait vraiment la différence entre le niveau N3, N2 et N1. On voyait vraiment la différence de niveau. Tu Tu passais un sentais palier. vraiment un gap. Ouais, un gap. Et en post-Covid, je vois le niveau N1, bah, je vois les joueurs, je dis, mais attends, tel joueur de tel club, il joue en N1. Je dis, mais c'est pas possible.
Je dis, il y a un truc qui s'est passé en post-Covid. Donc, j'ai l'impression que les niveaux, ils ont été déséquilibrés. Les joueurs, vraiment, je suis désolé du mot, mais vraiment mauvais, zéro, qui jouent au niveau national 1. Je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de joueurs dans leur club ou dans la région. Ok. En plus, en région parisienne, je me T'as dis, l'impression qu'ils sont sélectionnés par défaut ou enfin, soit, tu penses que c'est dû à soit quoi? par défaut, soit peut-être parce que tu vois, c'est les fils du président ou Ok. des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, il n'y a pas de joueurs dans la région. En région parisienne, on a le meilleur vivier au niveau du hand. Tu vois, des trucs comme ça. Alors avant Covid, il n'y avait pas ce genre de truc. Tu voyais vraiment des joueurs qui jouaient vraiment à leur niveau parce qu'ils étaient là, parce qu'ils étaient forts à Ok, leur ouais, parce niveau. qu'ils méritaient leur place en gros. Et même en post-Covid, j'ai fait un match universitaire avec des potes de la fac, comme ça, pour le plaisir. Et je me disais, mais attends, il y a un truc qui va pas, le niveau il a trop baissé. Et je me dis, ces joueurs-là, eux jouent à ce niveau-là. Je dis, c'est une blague. Et je dis, moi, je m'entraîne peut-être 1 ou 2 fois par an pour voir mes capacités. Et je dis, je suis en train de jouer normalement, et sans forcer, sans entraînement. Et je suis meilleur que certains joueurs qui jouent à tel niveau chaque semaine. Ouais. Je me dis, il y a un problème. Ouais, Et donc t'as eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de baisse du niveau une global baisse du niveau global. et que ça s'est ressenti du coup ouais, dans Ça, les. vraiment, baisse du Ok. niveau global, que ce soit physiologiquement et dans la technique. Et Ouais, parce que du coup, bah, en sport co, j'imagine que la plupart des gens, ils n'ont pas pratiqué pendant le Covid, du coup. il y a ça, il n'y a Ouais, pas eu d'entraînement sport co, mais il y a eu l'entretien physique pour certains, ouais, mais mais même pas le pour tout niveau, le monde. pas pour tout le monde, je vois le niveau global, il a baissé. Donc moi, j'étais blessé pendant cette période-là, et je reviens, je joue, et je me dis, mais il y a eu un gros Ouais, décalage. tu Et sens. je me dis, il s'est passé un truc. Et ça, j'ai remarqué ça dans le hand, et j'ai remarqué ça dans d'autres sports, par exemple au foot, il y a eu une baisse du niveau global chez les jeunes. Mais il y a eu ce truc que j'ai remarqué chez les jeunes, c'est qu'ils sont des meilleurs athlètes que les générations d'avant. Ok, ouais. Ils font plus attention à certains Voilà, trucs. ils sont meilleurs sur le plan athlétique, mais peut-être sur le plan du jeu, ils sont peut-être moins bons. Il y a moins Ok, d'artistes, il y a plus d'athlètes que de footballeurs réels. ok, ouais. Ouais, tu penses que le côté prépa physique a pris le dessus sur Après, le le dessus côté technique. sur la technique de l'essence même du sport, Ouais, du ok. foot. Je me dis, on voit moins d'artistes. Le foot, il est un peu devenu un peu mécanique, je dirais. Il y a moins Ouais, d'instinct. Par exemple, je sais pas, moi, je vois un joueur qui est en face de moi. Au lieu de l'éliminer, je vais faire peut-être une passe à mon coéquipier, alors que je crois que je peux l'éliminer. On a ok. perdu cette essence, ce côté artistique du foot. Ok, ouais, tu perds un peu le collectif au profit de la performance individuelle où tu veux, comme tu dis, voilà, tu vas essayer de dribbler pour. Alors que si tu avais fait la passe, peut-être que ça serait passé Voilà, aussi. bah, par exemple, tu vois, un joueur comme Mbappé, bah, déjà, ils disent oui, c'est un crack. C'est ça un crack, hein. Mais c'est pas un génie du football. Donc, il utilise très bien sa vitesse parce que il est technique parce qu'il faut savoir utiliser sa vitesse parce qu'on peut avoir la vitesse et pas savoir l'utiliser. Il Ouais, sait c'est très bien possible aussi. l'utiliser. Il sait, voilà, ses accélérations, il marque ses buts, mais maintenant, dans le foot, on est trop focalisé sur stats. On n'est pas focalisé sur ce que va faire le joueur même Ouais. sur le terrain. Donc, tel ou tel joueur, il va apporter tel ou tel truc. Ça, je Maintenant, suis c'est pas assez calé, on va dire, sur le foot pour avoir un Maintenant, avis, si mais vous allez sur je vois Twitter, bien de ce que tu dans les parles. débats de foot, même au basket, ça parlait que stats, stats. Oui, Ouais, il a mis peut-être 10 buts. Ok, il a mis 10 buts, mais il a fait quoi dans le match, tu vois? ouais, Qu'est-ce qu'il a apporté en plus? Qu'est-ce qu'il nous a fait? L'action qui va nous faire payer pour aller voir un joueur. Parce que je vais pas voir un joueur au stade qui va juste marquer des buts, tu vois. Et des buts, mm, il y a des buts moches, il y a des beaux buts, mais je vais ouais. pas payer pour juste voir un joueur qui marque des buts. Je veux voir un joueur tu vois, qui fasse rêver, qui a fait un Ouais, geste il y technique. a cet aspect un peu ouais, spectacle Voilà, aussi. c'est ça, spectacle. J'ai l'impression que le foot, il y a moins de spectacles, il y a beaucoup de stats, stats, stats. Il y a trop de Ok, données, trop de choses qui font que le foot est devenu un peu bizarre. ok. Ouais, moi, j'ai pas vraiment d'avis du coup sur cette question parce que j'ai pas trop vu de différence entre avant Covid et après Covid à l'escalade. J'ai juste vu le fait que bah, tu as certaines personnes qui ont complètement arrêté le sport pendant le Covid Il y a aussi ça et qui aussi. ont jamais repris. Ça, j'ai l'impression qu'il y a eu ce truc-là en fait. Mais là, il y a de plus en plus de salles d'escalade qui ouvrent un peu partout, surtout en région parisienne. C'est n'importe quoi, il y a des salles de partout, mais c'est trop bien. Mais ouais, du coup, voilà. Moi, je pense que limite, le Covid, ça a été positif. Enfin, l'après-Covid était plus positif que l'avant-Covid, Ouais, c'est quoi. ça. Donc ouais, voilà. Moi, c'est un peu mon avis sur la question pour être vraiment très court. Ouais, et pour finir sur ça, moi, je dirais, bon, en tant que pratiquant, je préfère l'avant-Covid, parce qu'il y avait des niveaux, mais sinon, ouais, au niveau du sport, bah, l'après-Covid, ça a été un échappatoire pour tout le monde. Pour tous ceux qui étaient enfermés, ils peuvent faire l'activité Ouais. comme ils veulent maintenant. Sans restriction, sans passe sanitaire, sans tous ces trucs-là. Ouais, j'avais complètement oublié ces trucs-là, tu vois. Enfin, Aller faire un vaccin pour aller faire du ouais, c'était sport. sorti de ma tête, tu vois, vraiment. Aller faire un vaccin pour aller Ouais, dans un bizarre, hôpital. Non, ouais, il y avait bizarre trop la de période. restrictions suspectes. Du coup, je pense qu'on va terminer là. Voilà. C'était un très long podcast et c'était hyper intéressant. Limite, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être pu creuser un peu Un peu plus plus sur d'autres certains autres sujets, ouais. sujets, ouais. Mais ça, du coup, bah, je vais garder ces sujets-là pour d'autres podcasts, du coup. Mais là, ce qui était hyper intéressant, je trouve, c'était ton retour d'expérience par rapport aux blessures. Je trouvais ça hyper intéressant. Et ouais, enfin aussi le point de vue bah, préparation physique Dans les sports dans les co et sports co en général, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Donc, je pense ouais, c'était un très complémentaire et j'espère que le podcast vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, que ce soit en termes de feedback pour s'améliorer pour les prochaines, que ce soit des questions, on prendra le temps de répondre aux questions. Si vous avez des idées de sujets pour les prochains podcasts, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des corrections, si vous avez remarqué qu'on disait des choses un peu bizarres selon vous ou quoi, que vous voulez en débattre, pareil, ça se passe dans les commentaires ou en message privé sur mon Instagram. Et voilà, je vous dis à la prochaine et c'était la fin de ce podcast. À très bientôt.